Résumé des histoires, prédictions. Tu connais mieux. Salut. Bon matin, bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue au 94e épisode des Sommeliers de la lutte. Un épisode qui va être un preview, résumé des histoires, prédiction également de Full Gear 2024. Donc c'est ce samedi qu'a lieu ce Full Gear-là. Et pour l'occasion, j'essaie d'inviter la reine des questionnaires des Sommeliers de la lutte. Elle est tout feu tout flamme, elle finit toujours en haut des classements. Fait qui de mieux pour nous donner qu'est-ce qui se passe un petit peu dans sa tête, nous dire comment qu'elle voit ça, les choses aller, et nous donner ses prédictions pour nous aiguiller sur qu'est-ce qui va se passer à Full Gear. On a mademoiselle Elisabeth Picard. Comment ça va, Élie? Ouais, ça fait plaisir d'être là, Max. Je vais très bien, très contente de pouvoir donner un peu mon input sur comment je fais mes prédictions, puis comment le booking de Tony Khan doit être prédit. Parce que des fois, c'est prévisible, des fois, c'est pas trop prévisible. Ça va un peu dans tous les sens. Justement, dans les dernières semaines, on peut quand même dire qu'il y a eu de l'amélioration au niveau des histoires dans la AEW, mais c'est quand même flou sur certains points. Donc, on va pouvoir analyser ça aujourd'hui en prévision du pay-per-view Full Gear. Bien hâte. Yes. Ouais, puis c'est un peu la même analyse que j'ai. Et avant de continuer, que tout de même, vu que c'est le premier épisode qu'on met en format épisode, podcast, audio, donc sûrement pour ceux et celles qui sont seulement à l'audio, vous savez pas trop qu'est-ce qui se passe, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas publié un épisode. Donc je vais vous le dire ici, parce que les gens sur YouTube sont déjà au courant. Mais Pierre nous a quittés dans les sommeliers de la lutte. Il n'y avait plus l'amour, la passion, le feu sacré pour la lutte. Donc, ça y venait, il pesait un peu plus ces derniers temps. Donc, comme c'est un projet de cœur qu'on fait, de passion, ben s'il n'y a plus ça, ben c'est difficile de continuer. Fait qu'on lui souhaite vraiment la meilleure des chances dans ses prochains projets futurs. On reste vraiment en bon contact, là, moi et Pierre. Là. Genre, on a fait un show hier ensemble. On est encore des amis, inquiétez-vous pas là-dessus. Puis il va même revenir pour le review, justement, de Survivor Series Wargame dans 2-3 semaines. Et c'est pour ça que le format a un peu changé. Fait qu'on fait plus les dégustations, en fait, de la semaine en podcast, parce que je suis rendu tout seul à faire ça. Donc, parler, puis tu sais, ça demande un peu de flexibilité d'horaire et tout ça. Fait que tu sais, c'est un peu plus simple pour moi de les faire tout seul. Donc, je les fais seulement sur YouTube maintenant. Ça fait des petites capsules de entre 10 et 15 minutes où je fais un retour sur l'épisode. Ce qui est mieux, c'est que je les sors plus collés sur l'épisode. Fait que peut-être juste le lendemain ou 2 jours après. Fait que si jamais vous voulez rester à l'affût des shows, c'est un peu plus facile de cette manière-là. Puis j'essaie d'améliorer un petit peu aussi. Là, fait que je fais des petits... Oui. Puis d'ailleurs, moi j'aime beaucoup le nouveau format. Je suis les vidéos sur YouTube. J'invite tous ceux qui, comme moi, étaient à l'audio pour les podcasts à migrer vers YouTube. Le format est vraiment intéressant, là, un peu plus court. Puis j'aime beaucoup les tunes d'intro de capsules. Je suis une grande fan. Parfait. Ben, écoute, les tunes d'intro, c'est quelque chose que je vais essayer d'avoir de plus en plus. Fait que vous allez en entendre d'ailleurs pendant cet épisode. Il va-tu en avoir une? Il va en avoir une, des nouvelles. Fait que toi, tu ne l'as pas encore entendu parce que je fais le montage par la suite. Il va en avoir une. Il va falloir le réécouter puis entendre la bonne tune qu'il y avait au début. Puis c'est ça. Écoute, on va quand même garder les podcasts pour les pay-per-view principalement. Fait qu'on va en faire un en preview, résumé des histoires, comme on fait en ce moment. Et les questionnaires, évidemment. C'était dans ma cour, les questionnaires. Mais les questionnaires restent. Vous pouvez encore répondre. Le lien est en dessous, quelque part, où vous écoutez votre podcast. Et toujours un plaisir de faire ce questionnaire-là pour vous. Et on va également faire les reviews des pay-per-view, des PLE. Donc, c'est les deux, si on veut, les épisodes qui vont rester dans ce format-là. Pour ce qui est des dégustations ou des autres types de chroniques un peu, on va plus les mettre sur YouTube. Donc, un peu plus simple pour moi, étant rendu seul à tout gérer la patente. Ça me donne plus de flexibilité avec mon horaire. Et je recommence d'ailleurs à travailler cette semaine. Fait que faire un peu d'équilibrage. Hein? Mon équilibre avec la famille, le travail, la lutte. C'est trois choses
faut maintenir en équilibre. Et puis au final, un gros merci à Pierre pour tout le temps. Là. On a quand même fait 90 et plus épisodes ensemble. Fait que c'était un plaisir de t'avoir. Et merci, Élie, toi, d'être là pour cette prédiction. Et Oui, fait qui plaisir. sait, tu seras peut-être maintenant notre experte en prédiction pour les prochains PLE, pay-per-view, si ça fonctionne avec ton horaire, évidemment, puis ça te tente. Avec plaisir. On Et- va voir ça. Yes. Et d'ailleurs, un petit bonne fête à Élie, au moment de tourner, c'est sa Merci, fête. c'est ma fête. Et bonne fête à toi aussi, Max, parce Ouais. que c'était ta fête hier. Ouais, c'était ma fête. On est deux scorpions. Yes. Donc, Si jamais vous êtes dans les parages, eh bien, j'ai un spectacle d'humour ce mercredi. Donc, c'est à la Petite Marche à Montréal. Fait qu'évidemment, si vous êtes de l'autre côté de l'océan, vous ne pouvez pas venir. Mais si vous êtes dans le coin de Montréal, vous pouvez venir à la Petite Marche. On va recevoir quelques humoristes invités. Toujours un plaisir. Et de votre côté, on a eu quelques commentaires depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc, tout d'abord, écoute, il y a Pierre-Paul qui martèle. Hein? Oui, Il martèle le fait qu'il pense que ça va être Ronda Rousey, le gros punch à toute cette histoire autour de Jon Moxley, qui est possible. Fait que, il nous le répète encore une fois dans la dernière vidéo. Pour lui, ça va être une confrontation Ronda Rousey contre Tony Khan. Et c'est ce qui va se passer. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. On va en parler plus tard. Moi, j'ai une autre théorie là-dessus. Donc, Exact. Il y a plusieurs possibilités de tout ça. Mais Ronda, c'est vrai qu'on l'a vu à la Ring of Honor brièvement au cours de quand même quelques mois. Fait que, est-ce qu'éventuellement sera avec Marina Shafir, Ouais. Donc ça se pourrait. Ça se pourrait. Mais on va voir. Ça, c'est la prédiction de Pierre-Paul Heyman. Et sinon, on a Ramirez qui fait juste nous dire, suite à l'annonce du départ de Pierre, qui est content que je sois toujours là pour les sommeliers. Fait que gros merci Ramirez pour les bons mots. Et gros merci également pour tout le monde qui m'ont écrit en privé ou ailleurs pour m'encourager. C'est super gentil, super le fun. Mais on va commencer cet épisode-là avec un classique. Un Qui le fait mieux? Qui le fait mieux? Qui le fait mieux? Qui le fait mieux? Qui le fait mieux, yes. Et cette semaine, à qui le fait mieux? Je me suis inspiré un peu de ce qui s'est passé avec les sommeliers. Fait que dans la lutte, les meilleures séparations d'équipes pour le bien de tout le monde dans sa carrière solo, c'est quelle équipe se sont le mieux séparées. Le meilleur après. Exact, le meilleur après. Puis là, j'ai choisi également des équipes qu'on a vu commencer en équipe. Donc, tu sais, c'est pas comme, mettons, Big Show et Jericho qui ont été formés dans le milieu de leur carrière, puis qu'évidemment, leur carrière a bien été après en solo parce qu'il y en avait déjà une. C'est vraiment des gens qui sont arrivés sous les projecteurs en équipe et qui par la suite sont séparés. Fait que j'ai 3 choix pour toi, Ellie. Good. Tout d'abord, on a The Shield avec, là, c'est plus qu'une équipe, un petit clan. Fait qu'on a Roman Reigns, Dean Ambrose et Seth Rollins. Ensuite, on a Edge et Christian qui sont arrivés dans le Brood, l'espèce de truc un peu vampire. Par la suite, ils sont juste devenus Edge et Christian. Et au début des années 2000, se sont séparés pour devenir qui ils étaient maintenant en solo. Et finalement, peut-être, j'essaie de penser à ceux que j'ai vus, tu sais, parce qu'évidemment, il y en a des plus lointains. Mais de ceux que j'ai vus, on a hashtag DIY. Donc, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa. Une séparation qui s'est faite plus à NXT, mais qui a comme vraiment propulsé les deux dans des rôles solo pour les 2 années qui ont suivi. Après leur run d'équipe, ils ont eu vraiment 2 runs solo. Donc, qui, entre The Shield, Edge et Christian et DIY, tu trouves qu'il l'a mieux fait, cette séparation-là, pour le bien de tout le monde après? C'est 3 très bons choix, mais écoute, c'est difficile d'y aller avec quelqu'un d'autre que le Shield, parce que le Shield, tellement une grosse faction qui a duré 1 an et demi à peu près, mais la manière que les 3 ont été propulsés à leur manière, très, très différente, calquée sur un modèle très différent de lutteur. Moi, je vois pas comment je peux aller contre le Shield là-dessus. Vraiment, là, 3 carrières brillantes, 3 champions du monde. Ah oui, puis même... encore dans le futur. Là, oui, puis qui dominent même 2 compagnies, là, je te dis. Ils sont dans leur prime encore, les 3. Là, donc, non. Faudrait avec The Shield. Ouais, ben, je pense que c'est un excellent choix. Puis je pense que ça va être mon choix également. Tu sais, The Shield, je pense qu'il n'y a jamais rien eu qui a été... Puis on se souvient aussi de l'arrivée
du Shield qui avait quand même un gros impact. C'était... Si tu suivais pas les indies ni le produit à NXT, t'avais pour vrai aucune idée de qui c'était ces 3 personnes-là. Roman Reigns n'avait pas tant rapport. C'est vraiment le petit maillon faible, si on veut, à cette équipe-là, ce qui est un peu bizarre à dire maintenant, aujourd'hui. Là. Mais à cette époque-là, Seth Rollins avait une grosse réputation sur les indies en tant que Monsieur Black, puis même chose pour Dean Ambrose avec John Moxley. Donc, puis on a greffé ça, quelqu'un qu'on voyait beaucoup de potentiel, puis ça s'est avéré, énormément de potentiel. Et oui, cette séparation-là d'équipe, même l'angle de séparation en tant que tel a été super bien fait également, avec l'espèce de coup de poignard dans le dos sous la forme d'un coup de chaise de Seth Rollins. C'était surprenant. Un des angles de séparation les plus connus. Ah, puis qui a également fait du chemin pendant longtemps pour la suite de cette équipe-là. Tout le monde s'attendait un petit peu plus que ce soit Dean Ambrose qui mette, quand on suivait Joe semaine en semaine, tout le monde voyait plus Dean Ambrose faire cette trahison-là face aux 2 autres. Et belle twist d'avoir mis Seth Rollins le faire. Ça a propulsé pour vrai Seth Rollins en tant que, mettons, la personne choisie par les autorités. Parce que c'était l'histoire qu'on racontait à l'époque. Ça a peut-être pris un petit peu de temps à Reigns à décoller des 3. À être accepté. Oui, avant que le public l'accepte. Et inversement, on dirait que Dean Ambrose, John Moxley, lui, ça partit fort, mais ça a vite planté du nez. Lui, il a plus revigoré sa carrière lorsqu'il était à l'All Elite Wrestling. Mais oui, le Shield, c'est tough de choisir mieux. Tout à fait. Les 3 ont réussi à se réinventer. Ah oui. Puis à se démarquer également de ce gros clan-là. Edge et Christian, je vais quand même leur donner une petite touche parce que c'était... on les amenait comme des frères, là, un peu au même niveau que les Hardys, tout ça, lorsqu'ils sont arrivés. C'était 2 très grands amis, mais c'était pas des frères. Et cette séparation-là, avec un concerto de Christian sur Edge, après que Edge ait remporté, je pense que c'était King of the Ring, ou en tout cas un tournoi quelconque, là. Puis cette jalousie-là qui est venue envahir Christian. Certains diront que ça a pris plus de temps à Christian avant de s'établir. Moi, je suis pas vraiment d'accord parce que je suivais le produit de la TNA et il a été un champion du monde poids lourd ultra efficace à la TNA pendant ces années qui étaient un peu à l'extérieur du spotlight de la WWE. Edge, lui, ça l'a propulsé dès le départ là, vers les hautes sphères. Je pense qu'il a quand même été chanceux parce qu'on a eu beaucoup de blessures back-à-back à la WWE puis on manquait de méchants à qui donner la ceinture. Fait que Edge est tombé un peu avec OK, ben c'est toi qui seras le méchant des John Cena et tout. Puis le personnage avec la mallette du Money in the Bank, l'opportuniste, tout ça, ça a bien collé à Edge. Puis écoute, on est 20 ans plus tard, cette séparation-là, 23 ans plus tard après cette séparation-là, puis les 2 sont encore au sommet. Là, les 2 sont rendus à la All Elite, mais tu sais, on réussit à se réinventer encore une fois. Puis... Ouais. Fait que, écoute, DIY, là, faut peut-être choisir le produit de la NXT, là, mais c'était toute une histoire. Mais là, DIY, vu qu'ils sont revenus en équipe, ils vont peut-être avoir une chance de se repropulser encore mieux quand ils vont se séparer, parce que inévitablement, ils vont se séparer. Ben, on commence à mettre les graines, j'ai l'impression, de Ciampa qui commence à être tanné. Fait que j'ai hâte de voir si ça va être aussi un gros impact que ça a eu à NXT, parce que ça a vraiment été l'histoire qui tourne, que tout NXT tournait autour de cette histoire-là. Mais il semble qu'ils ont même eu le main event où il n'y avait même pas de ceinture en jeu, c'était juste l'espèce de rivalité entre les 2. Et à l'époque, Ciampa rentrait pas de chanson aussi. Là. J'étais à ce NXT-là, ce takeover-là, où on faisait juste huer pendant qu'il rentre tout le long. Là. L'effet était incroyable. Donc, dites-moi, vous, qui, entre les 3, vous trouvez qui a fait la meilleure séparation pour le bien des 2 lutteurs par la suite en solo? Si jamais il y a d'autres noms qu'on n'a pas mis ou qui sont un peu plus vieux que ceux que moi j'ai vus, ben, vous pouvez nous le dire aussi en commentaire quelle séparation a le mieux servi les 2 personnes qui étaient dans l'équipe par la suite. On veut pas un effet Marty Jannetty et Shawn Michaels. On veut vraiment les 2, ça leur a servi à être meilleurs. Donc, vous pouvez nous répondre dans les commentaires. Et on va enchaîner avec les previews, les prédictions, les résumés des histoires de Full Gear 2024. Full Gear. Et on va commencer ça tout de suite, Élie, avec quelque chose que probablement beaucoup de gens vont vouloir des explications. Parce que c'est un match. C'est un match qui a été annoncé dans le pre-show. Et pour vrai, tu sais, je regardais ce match-là, puis j'avais même pas aucune idée de quoi on me parlait. Tu sais, je savais c'était qui QT Marshall, mais je savais pas c'était qui Big Boom AJ. Fait qu'on a Big Boom AJ qui va être avec Big Justice, qui va affronter QT Marshall.
C'est annoncé dans le pre-show. Fait que c'est quoi ça, Eli? Essaie de m'expliquer c'est qui ces gens-là. Je suis allé chercher un peu. Ça a l'air que c'est un père et son fils qui sont des YouTubers, TikTokers, qui font des chroniques vidéo chez Costco, quelque chose du genre. J'étais allé lire 3-4 lignes, puis me suis juste demandé pourquoi. Ouais. Pourquoi est-ce que ce match-là était un des premiers matchs annoncés sur le show? Pourquoi est-ce qu'on a ça? Fait que, écoute, c'est ça la question aujourd'hui. Pourquoi ce match-là est sur la carte? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça? Je sais pas, c'est peut-être juste vraiment pour faire la promotion de quelque chose. Là. J'ai l'impression que c'est ça. Si vous êtes des personnes assidues au pre-show de la All Elite Wrestling, il y a eu une mini promo de justement ce père et ce fils-là. À l'époque où je l'avais regardé, je pensais que c'était genre un truc de comme rêve d'enfant, là, tout ça. Je pensais pas que c'était des gens comme des influenceurs qui étaient là. Mais le petit gars était quand même bon, puis le père il était comme bon face à la caméra, fait que tu sentais qu'il y avait du potentiel. Et j'ai l'impression qu'on a voulu se servir un peu de leur plateforme pour peut-être mousser le pre-show. Donc, on leur fait un match. Je pense que Big Boom, ça doit être le papa. Je m'étonnerais que ce soit le petit gars qui se bat. C'est genre Big Justice. Ouais, le petit gars, c'est Big Justice. Fait que, écoute, qui as-tu gagnant pour ce match-là, en pre-show? Ben, QT Marshall va prendre un pin. Je pense aussi. Moi aussi, je vais y aller avec Big Boom. Il y a quelque chose, il y a un but qu'on n'a pas compris encore pourquoi il va y avoir ce match-là. Le fait que ce soit diffusé sur YouTube, le pré-show a sûrement une incidence. Donc, et j'ai hâte de voir. Avec Monsieur Big Boom. Moi, j'ai surtout hâte de voir. Ça serait peut-être une question aussi dans le questionnaire. Mais est-ce que la foule. Qu'on s'entend, c'est de la foule de la All Elite Wrestling. C'est rare qu'il y ait comme fâché contre le produit qu'on nous présente. Mais c'est une des premières fois que Tony Khan nous met un truc comme ça, là, avec des célébrités. Est-ce que la foule va prendre en grippe ce match-là? Ou au contraire, vu qu'il y a un enfant, puis peut-être que les gens qui n'auront pas suivi le truc vont penser que c'est un enfant malade comme moi. Ils vont juste faire « Ah, c'est cute, il y a un match avec un enfant malade, puis on lui donne la victoire. » Fait que, une question, est-ce que vous pensez que la foule va être un peu fâché de ce match-là pendant qu'il se déroule et faire pourquoi. Et on s'entend, c'est supposé être la compagnie où les meilleurs lutteurs luttent, là. Mais t'aimerais que Big Boom ça, le meilleur lutteur qui lutte, là. Non, j'ai pas beaucoup d'appréhension. Des surprises, hein? On peut être surpris. Hey, imagine que comme le petit gars, il nous sort un 450 splash, ça serait malade. C'est le kid, là. Fait que, c'est un enfant, non. Non, ok, parfait. Fait que, les deux, on y va avec Big Boom. Fait qu'on va voir le pre-show. C'est le seul match pour l'instant qui est annoncé, fait évidemment, dans le questionnaire. Il risque probablement d'en avoir d'autres. Il risque d'en avoir d'autres, fait que s'il y en a d'autres qui sont annoncés d'ici le questionnaire, ben ça sera ajouté. Sinon, ben, too bad. On a quand même beaucoup de matchs sur la carte qu'on connaît. Donc, on va y aller tout de suite dans la carte principale. On va ouvrir ça avec une histoire, et je pense que c'est l'histoire qui a été le mieux écrite en termes de, peut-être pas le contexte complet, mais en termes de, à chaque épisode, il se passait quelque chose. T'sais, l'histoire avançait quand même à chaque épisode, et c'est la rivalité entre MJF et Roderick Strong, mais également Adam Cole, qui faisait partie de tout ça, parce que l'histoire s'est construite autour de, bon, là, le début, on en a déjà parlé, là, c'était un peu un accident de voiture, là, mais Cole revient en gentil, alors que c'était ça l'inverse, MJF était le gentil à l'époque. Bon, on ramène cette histoire-là, mais avec les deux personnages de l'autre côté. Et là, on décide de ramener également Roderick Strong, qui à l'époque était en équipe avec Adam Cole, mais il était méchant, face à MJF. Donc là, Roderick et Adam Cole veulent se battre, et MJF, en classique MJF, il dit « Ah ben, si vous voulez m'affronter, il va y avoir des étapes. » C'est un petit peu bizarre parce qu'il n'y a pas de ceinture, il n'y a rien que MJF peut comme offrir. Fait que pourquoi on veut comme mettre un défi, un challenge, mais les deux acceptent. Donc si les deux gagnaient 3 matchs, ils pouvaient affronter MJF puis casser la gueule. Et à travers les semaines, ben c'est ça, il y avait les différents matchs. Fait que du côté d'Adam Cole, on travaillait beaucoup sur le fait de il est-tu fragile, il est-tu vraiment guéri de ses blessures. Donc avec Buddy Murphy ainsi que Monsieur Black, Aleister Black, c'est vraiment l'angle qu'on a mis de l'avant. Et du côté de Roderick Strong. Storyline d'ailleurs. Ouais, exact. C'est quand même du bon développement de personnage face à ça. Puis je pense aussi que ça a permis à Adam Cole un peu se remettre en ring shape, là, dans le sens où il était. Le premier match, je le trouvais un peu rouillé, puis tranquillement pas vite, il a sorti un vraiment bon match contre Takeshita.
Mais malheureusement, il a perdu ce match-là. Fait qu'il ne sera pas du match. Et c'est pour ça que c'est seulement Roderick Strong qui est contre MJF. Parce que Roderick Strong, lui, il a rapporté tous ses matchs. Bon, les matchs étaient plus à Collision Rampage, donc il y avait un petit peu moins d'importance. Mais il les a remportés les 3. Et il va affronter MJF. Puis ça ressemble à ça pas mal, la rivalité. Écoute, MJF a comme jamais été présent live. Il était tout le temps en vidéo, préenregistré, qui regardait sa télé chez lui. Donc, somme toute, dans un contexte qui n'était pas l'idéal pour construire une histoire, ils ont quand même construit une histoire qui est intéressante. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Parce que qui as-tu, toi, Ellie, gagnant de ce match entre MJF et Roderick Strong? Écoute, premièrement, c'est que c'est pas le match qu'on voulait voir. Vraiment, là, on buildait vers un match entre Adam Cole et MJF. Match qui risque sûrement d'avoir lieu au prochain plus tard, World's End, là, comme un an après que l'angle du Devil a eu lieu. Moi, c'est ce que je vois dans tout ça. Ouais. Là, on n'a pas parlé, mais aussi l'implication de Don Callis, qui était clairement en contact avec MJF. MJF qui... Il les a comme engagés. Qu'ils ont comme engagé littéralement pour faire perdre Adam Cole, puisqu'on a vu Takeshita utiliser la Diamond Ring de MJF pour en venir à bout de Adam Cole au Dynamite la semaine passée. Et là, c'est ça. On buildait vraiment un match Adam Cole, MJF, mais on se retrouve avec Roderick Strong contre MJF. Donc, dans cette optique-là, ça reste que c'est une virgule à la grosse histoire et probablement donc un win de MJF selon moi. Ouais. J'aurais préféré, parce que peut-être qu'on va avoir un espèce de swerve puis MJF s'en va avec va être avec le United Kingdom puis le United Empire. Je me suis... Leur équipe, là. C'est ça, eux autres, Undisputed Kingdom. Ouais. Pour que Adam Cole reste vraiment le babyface, je sais pas trop. Moi, je pense que c'est ça. C'est broche à foin un peu, puis on va en comprendre un peu plus lors du pay-per-view, peut-être. Ouais, ben, tu vois, moi, si on avait été vers ce truc-là, que moi, j'aurais pas vraiment aimé de où on part, mettons, de l'histoire, si on fait ce swerve-là, ou si on l'aurait fait, mais j'ai l'impression qu'il aurait été plus logique si MJF avait été dans le match. Tu sais, ça avait été un triple menace, puis que là, MJF... on comprend qu'il a acheté Roderick Strong, là, sans vraiment être un allié, ça aurait pu être juste l'argent parle et MJF achète Roderick Strong. Là, quand c'est 1 contre 1, j'ai l'impression qu'on va laisser le clan autour d'Adam Cole, puis on va peut-être même entourer MJF de d'autres gens, parce que, je sais pas si tu as remarqué, là, c'est vraiment un petit œil de sommelier, mais la personne qui est venue mener la bague à Don Callis, t'es quand même un monsieur imposant, gros, un peu bodyguard, là, un peu comme on a déjà vu MJF s'associer à des gros monsieur bodyguard. Fait que peut-être que cette personne-là n'est pas tout seul, puis peut-être MJF va se mettre avec 2 monsieur plus grands pour faire un 3 contre 3 éventuellement avec Roderick Strong et Adam Cole et tout ça. Je pense qu'effectivement, le World Ends risque d'être l'apogée, si on veut, de la confrontation entre MJF et Adam Cole. Puis, écoute, ça s'en va où? Ça peut pas aller ailleurs qu'une victoire d'MJF si on veut continuer l'histoire. Donc, j'ai l'impression que ça va peut-être être relativement expéditif. Je m'attends... ils peuvent nous surprendre, mais j'ai l'impression que ça va être un match relativement court et avec une victoire en trichant classique à MJF sur Roderick Strong. Et qu'après le match, il y aura peut-être beatdown, quelque chose, et là, Adam Cole viendra sauver en bon babyface. Et peut-être on aura un petit glimpse d'une confrontation de 2 clans pour les prochaines semaines. À voir, mais c'est ce que je vois dans ce match-là. Voilà. Donc, pouvez nous dire, vous, qu'est-ce que vous voyez dans ce match-là? Peut-être quelque chose qu'on n'a pas remarqué d'autre, mais il me semble que c'est assez clair, ça s'en va vers où, tout ça. Puis, j'ai pas l'impression que Don Callis va... J'ai l'impression qu'il était là pour se rendre au match, mais j'ai pas l'impression que la Callis Family aura un lien face à ça. Non, ils ont d'autres choses à s'occuper en ce moment au niveau de la Don Callis Family. Donc, ouais. Non, c'est ça vraiment. Puis il avait engagé la Don Callis autant pour aussi, c'était Lance Archer qui était contre Roderick Strong. Donc, il a comme mis les chances de son bord pour les
les deux matchs. Mais moi, j'aurais voulu voir plus que le troisième match, MJF il dit ben pour être sûr que ce soit juste un de vous deux qui m'affronte, ben votre troisième match, c'est vous deux un contre un. Là, il y aurait eu un petit peu plus d'intrigue différente. Ben, moi, j'étais certain que ça s'en allait vers ça. Là. Ça? C'est surprenant que c'est pas le lien, mais en même temps, moi, je suis pas mécontent de pas être surpris. Comme je dis, c'est la seule histoire qui m'a surpris tout le long. Fait que, elle n'a jamais été à l'endroit que je pensais où elle s'en allait. Fait que j'espère que ça va continuer comme ça, puis qu'on va encore me surprendre dans le résultat de cet affrontement-là. Fait que c'est le seul truc que je donne une bonne étoile dans le cahier Canada pour Tony Khan et son script. Prochain match, on a Jay White contre Hangman Adam Page. J'oublie des fois que genre je fais le gag de le prononcer comme on le prononce à la New Japan, mais c'est Jay White contre Hangman Adam Page. Et écoute, une histoire qui s'est construite un peu sur les faits entre guillemets réels, parce que un match entre Hangman Adam Page et Jay White a créé la blessure à Jay White, donc il était un peu sorti pendant 2-3 mois. Et lorsqu'il revient, il s'attaque automatiquement à la personne qui l'a blessé. Fait que, écoute, lutte 101, là, c'est assez textbook d'une genre de rivalité qu'on a vu souvent. Cependant, ce que j'ai aimé pour une des premières fois, c'est Jay White, quand il est revenu, je sentais qu'il y avait quelque chose qu'on n'a jamais vu avant à l'intérieur de Jay White. Fait que, je sais pas si c'est Hangman qui réussit à les faire sortir le meilleur, mais j'ai aimé la confrontation entre les deux. Je comprends pas, cependant, de la trajectoire de où Hangman s'en allait. Je trouve que ça fait pas de sens de ramener Jay White là. Mais une fois que tu passes par-dessus ça fait du sens qu'ils s'affrontent les deux. Donc, le match a quand même été officialisé il y a un petit bout pour Full Gear. Donc, on se court après là, depuis. Fait que Juice Robinson il se fait attaquer ou il y a des matchs en équipe, tout ça. Puis ça, c'est un classique. J'ai l'impression que la rivalité, ça fait longtemps qu'on la sait, elle s'en va où. Fait que là, on est dans le en attendant, qu'est-ce qu'on fait. Fait on met Hangman avec Christian, puis ils vont affronter Juice puis Jay. Puis on se tourne autour beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup d'avancement nécessairement dans l'histoire. On aurait peut-être pu le créer, cet avancement-là, en, je sais pas, blessant Juice ou faisant quelque chose qui fait que ça devient encore plus personnel pour Jay White. Mais c'est pas le chemin qu'on a pris. Évidemment, quand on tourne, il nous reste le Go Home de Dynamite à regarder, donc peut-être qu'il y aura ça dans ce Go Home show-là. Mais pour l'instant, ça a quand même été stable depuis un mois, là, cette rivalité-là. Ils se tournent après et ils s'aiment pas. Qui as-tu gagnant pour ce match, Illy? Ben, ce match-là, écoute, moi je dirais que Hangman Page est dû pour sa victoire contre Jay White. Okay. Déjà, moi, le mois dernier, lors de Wrestle Dream, j'étais convaincu que ça s'en allait du côté de Hangman Page, parce que cette rivalité-là, présentement, on la ramène justement pour envoyer Hangman ailleurs que sa grosse rivalité qu'il y a eu avec Swerve juste avant. Là. On veut l'envoyer complètement ailleurs. Puis c'est bien parce que c'est deux gars qui se connaissent très bien, qui sont capables d'avoir une bonne chimie dans le ring. Ils ont sorti un bon match à Wrestle Dream. Oui, tout à fait, qui a bien ouvert le show. Donc, non, je m'attends à quelque chose d'intéressant. J'aimerais peut-être même que mercredi, on annonce une stipulation pour ce match-là, parce que sur pay-per-view, on n'a aucune stipulation pour l'instant. Je crois que ça serait le genre de match qui pourrait avoir une stipulation pour ajouter un petit peu de piquant à ce show-là. Donc, moi, ma prédiction, ça va être Hangman Page. Je ne crois pas que la rivalité soit nécessairement finie. Par contre, mais en même temps, c'est que présentement, on est dans une espèce de laps de temps où la majorité des histoires vont peut-être tomber après Full Gear parce qu'on va tomber dans le tournoi continental. Ouais. Jay White et Hangman Page, c'est deux personnes que je vois être dans ce tournoi-là. Donc, peut-être une manière de continuer leur rivalité justement par la suite, puis on verra. Ouais. Ben, écoute, assez d'accord avec toi. Comme on a eu, tu sais, quand on a un match back-à-back entre deux pay-per-view, on les a vus à Wrestle Dream. Victoire, pour moi, surprenante de Jay White à ce moment-là, surtout avec Hangman qui avait vraiment le momentum suite à sa victoire contre Swerve. Là, on les remet encore, le pay-per-view suivant. Fait que la lutte m'a appris que quand c'est deux back-à-back, d'habitude, ça finit 1-1. Puis d'habitude, il y a un troisième match.
Donc, je vais y aller avec Hangman pour qu'on fasse justement ce 1-1-là. Il y a quelques rivalités dans l'histoire qui n'ont pas fait ça. Cody Rhodes, Seth Rollins, entre autres, là, on était avec les 3 victoires du côté de Cody Rhodes. Mais c'est rare que ça l'arrive, ce genre de truc-là. Fait que dans le contexte de cette histoire-là, j'ai vraiment l'impression qu'on place les pions pour peut-être une finale ou une demi-finale du Continental Classic. Moi, je les verrais être dans les 2 tableaux séparés et éventuellement s'affronter, soit en finale ou en match de demi-finale. Donc, on aurait ce 3e affrontement-là à ce moment-là. Peut-être la finale ferait du sens pour que justement que ça soit en pay-per-view et que ça ait un impact plus grand. Fait que là, on aurait la trilogie, si on veut, et qui est vraiment le meilleur. Et j'aille pas l'idée d'avoir un match de stipulation également, surtout si on s'enligne pour avoir le 3e en Continental, parce qu'il n'y a pas vraiment de stipulation autre que... il peut pas justement... One-on-one. C'est one-on-one, et c'est justement peut-être ça qui serait intéressant, le fait de ne pas avoir les clans. Ben, Hangman n'est pas vraiment de clan, là, mais il pourrait avoir le The Elite, ou il pourrait avoir quelque chose, mais là, on les sortirait assurément pour la Continentale. Fait que d'avoir une stipulation au match 2, je pense que ça serait le fun. Fait que ouais, je vais y aller avec Hangman, puis comme toi, j'ai l'impression que ça va se poursuivre autour de la classique continentale. Prochain match, on y va avec Jack Perry et Daniel Garcia. Encore une fois, ça a été commencé à être construit tout de suite après Wrestle Dream. Daniel Garcia revenait affronter Jack Perry, qui venait de vaincre Shibata pour le TNT. Puis là, écoute, là, Garcia arrivait un peu suite à son retour face à MJF. Là, finalement, on pensait qu'elle allait vers MJF, mais non, il s'en va vers Jack Perry suite à la signature de son nouveau contrat-là. Et depuis, ça a été aussi une histoire qui a stagné depuis qu'on l'a annoncé. C'est le fun qu'on l'annonce d'avance, mais j'ai pas senti grand-chose. Il y a eu des petites confrontations backstage de je te pogne par le collet puis je suis fâché contre toi, mais rien vraiment il n'y a pas beaucoup de temps d'antenne en fait pour cette histoire-là. Là. Et ce qui est peut-être un peu surprenant, parce que j'avais l'impression que Garcia, on le mettait devant des bonnes choses. Il y avait tout en Pierre qui nous disait que tout le The Elite allait tous perdre leur ceinture en même temps. Bon, évidemment, la ceinture par équipe a été perdue dans le dernier mois en 2 pay-per-view. Mais qu'est-ce que il y aura quand même une petite prédiction réelle du fait que peut-être que Jack Perry va perdre sa ceinture parce qu'il n'y a plus nécessairement les Young Bucks de son côté. Qui as-tu, toi, de ton côté entre Garcia et Jack Perry? Ben, c'est ça. C'est que, comme tu dis, là, il n'y a plus les Bucks autour de lui. Là, sur ce show-là, en plus, Okada n'a pas sa ceinture en jeu. Il n'y a pas de match. Pour l'instant. Peut-être qu'ils vont en ajouter un, mais pour l'instant, il n'y a pas de match. On n'a pas vu grand-chose, justement, de ça a stagné, exactement comme tu dis. Puis principalement, celle-là, là, on essayait de vendre Daniel Garcia comme espèce de sauveur de la All Elite. Ben, enfin, on fait la même affaire avec Orange Cassidy, là, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Mais Daniel Garcia, on essaie de le vendre fort. Présentement, je crois que Jack Perry n'a pas eu un règne très intéressant de toute façon. Puis je pense que c'est le temps de lui enlever la belt. Et je crois même qu'il va prendre une petite pause comme les Young Bucks présentement, parce que je crois que cette storyline-là du groupe The Elite, ben, ça a stagné dès le début parce que c'est ça. Ils ont parti avec quelque chose de fort, puis on n'est jamais revenu là-dessus. Là, je parle bien sûr de quand ils ont attaqué Tony Khan. Ah oui. Ils ont gagné toutes les belts. À quoi bon? Parce qu'on n'a pas développé sur grand-chose à aucun niveau. Le personnage d'Okada stagne à dire bitch. Les Young Bucks ont des matchs qui se ressemblent bien souvent dans ce type de personnage-là. Je pense que c'est la pire run des Young Bucks depuis 5 ans. Là. Moi, j'ai vraiment pas apprécié ce qu'on a fait avec eux. Puis j'ai pas trouvé ça intéressant, ce qu'ils ont fait avec les ceintures, puis les histoires qu'ils ont eues. C'était pas vraiment intéressant. Puis je pense que Jack Perry aussi en a souffert parce que est-ce qu'on avait une ambition très grande à l'époque? Parce que pour vrai, si on se ramène il y a 6 mois quand tout ce temps-là a lieu, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en ce moment avec le clan de Jon Moxley. Mm-hmm. Il y avait beaucoup de temps d'antenne qui était consacré à ça. On voyait grand, on voyait peut-être un genre d'angle à la NWO comme en ce moment. Fait qu'est-ce que depuis qu'on amène la nouvelle histoire de Jon Moxley, c'est une manière de comme
changer. Peut-être ce qu'on va faire avec John Moxley, ce qu'on aurait voulu faire avec ce clan-là, mais que ça n'a jamais été concrétisé. Et là, on a juste donné cette histoire-là au nouveau clan de John Moxley. Peut-être, parce que je comprends pas pourquoi on n'a rien fait avec ces gros angles-là, que t'attaques Tony Khan, que tu sais, on n'a rien fait avec ça. Fait que c'est vraiment bizarre comment on Ça n'a pas développé du tout comme on aurait pu croire. Puis là, justement, ils sont en train de comme jeter ça à la poubelle puis de faire une espèce de recyclage. C'est ça, on répète sous un même nom. C'est variation sur un même thème. Là. Ouais. On change l'histoire, mais ça ressemble un peu à une envahissement d'autorité. Un peu broche à foin, puis c'est ça. L'histoire, de toute façon, avec les Young Bucks, dès le début, là, ça a chié dès qu'il y a eu la vidéo de CM Punk qui a été montrée. Là, personne n'a vraiment embarqué, puis leur power trip par la suite n'a pas vraiment levé non plus. Puis j'ai l'impression qu'il y avait peut-être... là, c'est peut-être mon côté d'analyse, là, mais j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un contrat. Le punch de cette histoire-là, il y avait un contrat qui n'était pas signé encore. Fait qu'on a mis ça à glace vraiment longtemps, à un point tel que les gens ont fait, on s'en fout maintenant de cette histoire-là. Fait qu'on a dû recycler l'histoire et que là, on la donne à John Moxley. Mais j'ai l'impression, là, en tout cas, peut-être qu'on le saura un jour avec des livres qui vont sortir, mais j'ai vraiment l'impression de ce qui se passe avec John Moxley. C'était le plan initial de l'histoire qui entourait The Elite, mais qu'on n'a peut-être pas eu la signature du punch final à temps et qu'on l'a eu un peu plus tard puis qu'on va la mettre à l'intérieur de John Moxley parce que de la manière que ça se termine de manière fade et c'est quand même, tu sais, on s'entend là, Jack Perry, moins Jack Perry, mais Okada et les Young Bucks, c'est haut là, sur la carte et qu'on n'ait rien fait avec ce gros angle-là. Je suis très, très, très surpris. Fait que j'ai l'impression que c'est Tony Khan qui a mal calculé ses affaires puis que ça a peut-être pris plus de temps que prévu signer le punch de l'histoire, qu'on verra ça sera quoi, mais c'est ça. Fait que pour le match en tant que tel, Perry Garcia, fait que tu y vas avec Garcia qui remporte ça. Garcia, oui, 100%. Puis ce serait intéressant que si Garcia, en fait, pas si Garcia va gagner, vu que je prédis vu que Garcia va gagner, par la suite qu'on ramène plus souvent la Belt TNT à la télévision par la suite. Je pense que Garcia serait un bon candidat pour être un workhorse champ avec cette belt-là. Puis ce serait une belt bien méritée pour lui en plus. Ouais, écoute, je vais y aller moi aussi avec Daniel Garcia. Le simple fait qu'il ait re-signé un contrat, tout ça, de l'habitude, ça laisse présager une run de champion dans l'histoire de la lutte. Là. C'est rare que... Soit on donne un titre de champion à la fin pour convaincre la personne de signer, soit on en donne un au début parce qu'il a signé. Joe McIntyre, on donne un épée. Ouais, exact. Fait que j'ai avec Garcia pour cette raison-là, puis j'ai l'impression que ça sera très fade. Encore une fois, le règne de Jack Perry qui avait tout dans ses mains pour augmenter, si on veut, sa valeur à l'intérieur de la compagnie, mais qui n'en a pas fait grand-chose, malheureusement. Même en termes de match, là, si on oublie les histoires, même j'ai trouvé que les matchs de Jack étaient peut-être pas... j'ai préféré ces matchs quand il était en équipe en mode Jungle Boy. Là. Exactement, parce qu'il lutte selon ce que son personnage lui dit d'être. C'est correct, ça en prend comme ça, mais c'est ça. Prendrait peut-être une petite pause pour pouvoir trouver la petite twist à avoir pour la suite avec Jack Perry. Fait que, tu vois, moi, j'ai l'impression qu'on va revenir en héros The Elite. On va tout faire sortir tout le monde. Là, dans 6 mois, on va les faire revenir pour les faire confronter le gros clan des Death Riders. Et c'est ce que mon nez me dit, moi. Prochain match, un match féminin entre Mercedes Moné, qui est accompagnée de Camille, contre Chris Statlander. Écoute, ça c'est un match que, encore une fois, commencé avec, on oublie tout ce qui vient de se passer avant. Statlander, elle gagne en méchante contre Willow dans le pay-per-view d'avant. Et là, elle revient en gentille contre Mercedes Moné. Fait que, écoute, d'ailleurs, on voit plus son gérant depuis qu'elle confronte Mercedes Moné.
Stokely, Ouais. on l'a vu dans Full, là, il checkait Private Party. On dirait qu'il cherchait des nouveaux clients. Là. Ouais, exact. Mais tu sais, on l'a plus revu en Chris Statlander. On n'a jamais eu d'explication de ça non plus. On est ailleurs. Ouais, fait qu'il y a vraiment un gros reset pour Chris Statlander. On a besoin d'une Challenger Face. Fait Pour que, Mercedes. on s'en crée une. C'est tout. Et je trouve ça un peu. En tout cas, je comprends qu'on veut la pusher, mais j'ai vraiment l'impression que Willow, c'est le spot à Willow, cet endroit-là. Et qu'on a décidé que ce soit Statlander qui l'aille. Parce que si on regarde les réactions du public et un peu tout le glow, toute l'aura que Willow avait, c'était la parfaite candidate pour aller affronter Mercedes Moné. Je trouve le contraste des personnages est super bon. Puis j'ai l'impression qu'on aurait été plus loin. Là, c'est presque une espèce d'affrontement entre Camille et Chris Statlander qu'on a vu également dans la construction de l'histoire. Les deux Madame Forte qui s'affrontent. Et un peu surpris de ça, rapidement quand même dans l'histoire, on voit dans les dernières semaines Mercedes être comme méchante avec Camille. Fait que j'ai l'impression qu'il y aura peut-être un renversement plus rapide qu'on pense de cette histoire-là. Écoute, quand on parle un peu comme toute l'histoire de The Elite, je pense que Mercedes Moné tombe aussi dans ça. Elle est arrivée il y a 8-9 mois à Boston. On lui a déroulé le tapis rouge, on lui a donné la ceinture, on lui a donné beaucoup d'opportunités de briller. On lui a donné des grosses victoires contre des gens qui étaient en ascension au point de vue du momentum. Et elle n'a pas fait grand-chose avec tout ça. On n'a pas retrouvé la magie de Sasha Banks nécessairement. Et là-dessus, je pense que c'est une erreur de booking claire parce que si on l'avait fait perdre et qu'elle aurait été en mode un peu plus être challenger, aller retrouver la ceinture, je pense que ça aurait été plus payant pour le personnage. On l'aurait peut-être plus détesté, justement, qu'elle vienne. Mettons qu'on la donne à Willow là, en début de règne. Et là, elle vienne gagner en trichant avec Camille, puis là, on intègre Camille de cette manière-là. T'sais, je pense que ça aurait été plus intéressant. À la place, on a juste tout le temps donné des victoires pour une raison que, I guess, Mercedes voulait pas perdre. On voulait pas briser cette aura-là, mais selon moi, ça l'a brisé l'aura qu'elle a parce que elle a un personnage de heel qui triche, mais elle n'a jamais de défaite. Fait que pourquoi t'as un. En tout cas, tout ça est bizarre. Et la construction du match entre les deux, on l'a fait beaucoup en segment ou en confrontation à travers Camille. Il y a eu un peu de construction backstage. Bon, dans le dernier Dynamite que nous on a vu, on a passé à travers un mur Mercedes. Un angle qu'on a vu quelques fois dans les derniers mois, mais bon, ça a quand même été fait. Et là, on s'en va pour la ceinture. Puis qui t'a gagnante là-dessus de ton côté? Écoute, ce qui me gosse avec toute cette histoire-là, c'est que je trouve qu'il est vraiment temps là, d'enlever la ceinture à Mercedes, mais vu que c'est Chris Statlander qui challenge, je ne vois pas Mercedes perdre cette fois-ci. Donc, j'imagine qu'on plante une graine vers un conflit avec Camille là, qui vient peut-être de s'installer pour qu'ensuite on ait la rivalité avec Camille qui va probablement être celle qui va détrôner Mercedes. Écoute, moi, ce qui me gosse dans tout ça aussi, c'est que Mercedes n'a pas des matchs à la hauteur de ce qu'elle avait à la WWE. Elle n'a même pas des matchs à la hauteur de ce qu'elle a présentement à l'extérieur de la All Elite Wrestling. Elle a eu des matchs au Mexique, au Japon là, récemment, et ça a l'air que c'est complètement ailleurs. C'est de la qualité comme on connaît de Mercedes, mais là, présentement, on dirait que le personnage est tellement over. Il est comme trop fort. C'est ça, il faut qu'elle lutte, il faut qu'elle agisse selon le personnage de CEO. Ça pogne pas autant que ça l'aurait dû. Je sais pas. Moi, je crois que il faudrait un genre de repackage, puis éventuellement mettre Mercedes babyface pour qu'elle devienne une favorite de la crowd, parce que ça n'a pas de bon sens. Là. Justement, l'expérience Mercedes Money ne fonctionne pas du tout et il y a beaucoup d'argent qui a été donné. Fait que, c'est un peu dommage. C'est vraiment une tête d'affiche qui est supposée t'amener des gens qui vont acheter des billets et vont vouloir venir le match. Et j'ai vraiment l'impression que des fois, tu as des gens qui gagnent de la valeur, justement. Mettons,
un Christian ou beaucoup de gens qui sont sur Samoa Joe, qui a gagné de l'aura quand il était à l'extérieur des grosses compagnies, puis là il revient, puis ça y fait du bien pour son personnage. Cody Rhodes est le meilleur exemple, il passe de Stardust, puis il revient en Cody Rhodes, en gros héros, en top babyface. Et là, Mercedes Moné, j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, c'est en train de tuer toute l'aura qu'elle avait avant d'arriver à la All Elite Wrestling. J'ai l'impression qu'on est en train de vraiment la diminuer. Et je pense que c'est un mix de elle qui veut peut-être pas perdre, qui a peut-être un ego fort, et le booking qui prend pas les décisions audacieuses. C'est vraiment le match que j'ai le plus de difficulté à dire, parce que ça fait déjà 3 pay-per-views que je trouve que la bonne réponse aurait été de faire perdre Mercedes. Je vais encore dire que la bonne solution, c'est de faire perdre Mercedes. Je vais y aller avec Chris Statlander. OK. Je sais qu'elle est aimée de la direction. Fait que je me dis, s'il y a quelqu'un qu'on veut builder, peut-être ça fait du sens que ce soit Statlander qui est là. Puis le fait qu'on la ramène un peu de force alors qu'elle était heel, puis là, elle redevient face sans aucune explication. Souvent, c'est bizarre. Puis ça veut dire que si le début est bizarre, c'est qu'ils ont un plan un peu plus long terme face à ça. Fait que je me dis peut-être que le plan, c'est justement de l'avoir championne. Elle a quand même été une TBS champion, Statlander, qui a eu de l'impact. Peut-être qu'on veut redorer un peu ce titre-là, qui a un peu été perdu avec Mercedes. Et ouais, peut-être que ça sera Camille qui toutera le match d'une quelconque manière. Et que. Moi, j'ai pas l'impression que Camille est prête pour avoir une ceinture autour d'elle ou tourner autour même d'un titre. Je la trouve un petit peu débutante là, sur le ring. Elle est pas mauvaise, mais elle a pas encore le même aura que d'autres gens dans la compagnie, là, dans la division féminine. Fait que peut-être qu'une rivalité où il n'y a pas de ceinture, justement, que ce soit juste un classique, t'étais de mon minion, puis là, tu t'es enlevé tes chaînes et tu m'affrontes. Je pense que c'est plus payant pour cette rivalité-là, plutôt qu'avoir une ceinture qui tourne autour. On donnera du temps un peu pour Mercedes, peut-être qu'il y aura un changement, un repackaging de personnages. Et Statlander s'en ira ailleurs, puis peut-être qu'on ramènera Willow encore autour de ça. On va-tu mettre Willow méchant? J'ai pas l'impression, par exemple. Fait que, Non. à voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais je vais aller avec Statlander parce que je sais ça. Je sais pas. Je vois pas d'avenir positif pour Mercedes Moné avec ce règne-là. Fait que. Toi, tu vas avec qui? Ben, j'y vais avec Mercedes. Ok. Qui retain. Je ne vois pas Chris Statlander gagner la ceinture, même si c'est une excellente lutteuse que j'aime beaucoup. Je crois qu'elle va être capable d'avoir un excellent match avec Mercedes. En fait, je l'espère. Ouais. En plus, c'est le seul match féminin présentement sur la carte. Ouais. Pas vraiment eu d'histoire qui a été buildée avec l'autre ceinture. Féminine et Maria May. Donc, j'espère que, justement, Chris et Mercedes vont être capables d'offrir un bon match pour la ceinture. Voilà. Ouais. Ben, justement, continuons avec, justement, l'autre ceinture féminine, parce qu'il n'y a pas eu il n'y aura pas de match, en fait, mais on a eu l'annonce qu'il y aura un segment. Donc, Maria May fera sa célébration, enfin, diront certains, avec Mina Shirakawa qui est enfin arrivée. Fait que là, ils vont faire leur célébration champagne, fêter enfin la victoire de Maria May qui a quand même eu il y a 3 mois. Ça aura lieu à l'intérieur de la carte. Donc, pour ce match-là, il va quand même avoir des questions vu qu'on sait que ça arrive. Est-ce que tu crois que... On dirait que c'est un peu facile parce que poser la question, c'est un peu y répondre. Est-ce que tu crois que Toni Storm fera son retour pendant cette célébration-là? Ben écoute, on a eu un petit tease, là, je ne sais pas si tu as remarqué, là, lorsqu'on a eu une espèce de vignette disant que Mina Shirakawa revenait. Il y a eu un petit glitch parce que tout est tombé en noir et blanc pendant quelques secondes. Donc, écoute, c'est ça qui s'en vient. Mais puis c'est dû parce que là, ça fait plus que 3 mois qu'on a pas vu. J'ai l'impression que Tony avait besoin de vacances et qu'on lui a donné, mais encore c'était mérité, effectivement. Je pense qu'on aurait pu être un tantinet plus créatif peut-être avec le développement de l'histoire parce qu'on a senti vraiment qu'on stagnait encore une fois parce qu'on attendait le retour de Tony. Fait que je pense qu'on aurait peut-être... Tu sais, j'aurais peut-être fait un angle que tout de suite après... C'est un peu ça qui a été fait, mais tu sais, peut-être un match clair qui fait que Tony est blessé, tu sais, qu'on voit une blessure claire, qu'on la sort, et que là, au lieu d'être tout le temps en mode attente pour Maria May, qui est là en attendant ce retour-là, ben on a des vrais matchs qui ont une importance, puis
avec tu sais, des Britt Baker. Tu sais, on a quand même des gros noms. Peut-être tu sais, des gens qui ont plus d'impact. Willow, ça aurait pu être et tout, quelque chose qui est bien. Fait que, en attendant, bon. Ben, Willow, on l'a eu. Ah oui, en plus, on l'a eu, mais tu vois Oui, à quel ça, point on ça n'a l'a pas eu. eu d'impact. Je pense qu'on l'a booké la semaine avant. Là, tu sais, on n'a pas eu C'est ça. vraiment de développement et de construction. Fait que je pense que c'est ce qui est dommage de tout ça. Bon, d'après moi, vu qu'on annonce le segment, ça l'annonce quelque chose qui va se passer. Fait que je crois, moi, que Toni Storm fera son retour à ce moment-là. Moi aussi. Écoute, j'ai hâte de voir la dynamique entre les trois madames qui ont quand même une certaine... il y a un gros potentiel de comédie, mais en même temps, les trois sont bonnes dans le ring. Fait que j'espère qu'on va construire une rivalité à trois, moi, avec les trois dames. Un match à 3, Ouais. c'est excellent. Non, puis c'est ça. Puis tu sais, qu'il y a peut-être... tu sais, ça, c'est le genre de construction que Tony Khan aime faire, là, mais un double renversement là, tu sais, dans le même segment. Fait qu'un premier renversement avec un turn de Mina contre Mariome, qui ensuite enchaîne avec un autre renversement avec Toni Storm qui arrive. Puis là, tu fais vraiment une dynamique d'un triple menace qui s'en vient pour la suite des choses. Moi, je pense que c'est le match à raconter pour la division, autour de la ceinture. Et c'est le match que je veux voir. Puis, écoute, Mina, je la trouve efficace en promo. Elle me fait beaucoup rire. C'est très niaiseux, là. Tu sais, il y a beaucoup... Les seins sont mis de l'avant, mais moi, c'est très cave, c'est très niaiseux. Puis c'est fait quand même de la bonne manière, parce que c'est surjoué gros. Fait que ça me fait quand même rire. Et Maria est dans le même, tu sais, comme un peu différente, mais un peu dans cette énergie-là. Puis Tony est comme la version comme ultra niaiseuse de tout ça. Fait que je trouve qu'il y a de quoi à raconter. Et c'est trois excellentes lutteuses surtout. Fait que si tu veux, mettons, appuyer sur l'accélérateur pour que tu sais, ça soit un match qui soit. Qu'on peut se poser des questions. Hey, ça va-tu être le main event de World's End, par exemple? Je pense que c'en est un qui pourrait avoir un potentiel pour avoir un main event féminin. Et tout est mis en place pour ça. Fait que j'espère qu'on aura un affrontement et que ça sera pas un. Qu'on rajoutera la surprise de Mina qui fera partie de ça. Parce que sinon, si c'est juste la même histoire qu'on nous raconte encore de Mina qui est entre les deux, puis on l'a déjà entendu, là, cette histoire-là. Amène-les ailleurs avec Mina qui veut la ceinture elle aussi. Et je pense que ça va être intéressant. Les trois saillissent, les trois veulent la même affaire. Ouais. Puis tu sais, saillissent mais s'aiment en même temps. Tu sais, je trouve que le bout de tension sexuelle qu'il y a, c'est drôle aussi. Fait que d'avoir un love-hate relation clair à trois, ça me ferait rire. Donc, à voir si c'est ça qu'on s'en va. Mais j'espère que c'est là qu'on va parce que ça serait payant, j'ai l'impression, à plein de niveaux pour la All Elite Wrestling d'avoir ça. Fait que c'est ça. T'as-tu d'autres surprises, toi, dans ton sac pour ce segment-là? Non, s'ils font ça, ça va être excellent. Donc, ouais. Bon, pour la suite, moi, c'est ça. J'ai vraiment hâte de voir si justement ils buildent un match à 3, là, de quoi ce match-là va avoir l'air, parce que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel autour de cette histoire-là. Donc, voilà. Ouais. 3 lutteuses in ring aussi écœurantes. Fait que j'espère avoir un triple menace avec les 3. Prochain match, on a une autre rivalité que tu sais, j'ai parlé de MJF au départ, mais il y en avait une autre qui était bien construite et je vais donner tout le crédit à MVP là-dessus parce que c'est Swerve Strickland contre Bobby Lashley qui vont venir s'affronter. Ça a peut-être pris un petit peu de temps à démarrer, mais depuis que Bobby est arrivé, là, je suis comme parfait. Là, on était vraiment en mode, on attendait qu'il arrive. Là. Et là, quand il est enfin arrivé, j'ai l'impression qu'on a accéléré, on a mis ça à la 5e vitesse, puis ça l'avance vraiment de manière plus le fun. Une construction de... Bon, évidemment, le MVP se cherchait des clients, puis une des personnes qui a été voir, c'est Swerve Strickland. Fait que, il a donné la petite carte, Swerve a teasé, genre, je vais-tu pas, finalement, il a dit non MVP, et là, MVP, le pogne, il l'a mis à travers la gorge, fait que, l'a pas pris, s'est mis à un peu cibler Swerve Strickland avec Shelton Benjamin, et éventuellement, il a appelé son bon ami Bobby Lashley, et Bobby est arrivé à la All Elite Wrestling, et ben, tout était en place pour un match quand même, écoute, j'ai hâte de voir, parce que Swerve, on l'a pas beaucoup vu, contre des gros powerhouse forts, mais avec ce qu'il est capable de faire, j'ai l'impression que ça peut être vraiment intéressant. J'ai hâte de voir Bobby aussi. Il est quand même rendu à un âge avancé. Il est encore capable de... Un petit bout qu'on l'a pas vu lutter. Exact. J'ai hâte de voir. Je pense qu'il est capable parce qu'il est en forme. Là. C'est au-delà de la lutte, c'est un athlète. C'est un athlète, exact. Comme vraiment impressionnant.
Mais j'ai comme ce petit truc-là qui me fait douter. Est-ce que Bobby va être capable de suivre ce que Swerve est capable de faire? Parce que des fois, Swerve, j'ai l'impression que. Puis le match contre Lio Rush était un bon exemple de ça. Le booking est très difficile. T'sais, on fait beaucoup d'enchaînements. Comme, faut que les deux lutteurs soient excellents. Puis le match contre Bryan, c'est un exemple comme que ça a bien été ça. Puis le match contre Lio, c'est un exemple de ok, ouais, il y avait un peu de sable dans l'engrenage, puis c'était pas aussi fluide. Puis là, j'ai peur est-ce que Bobby va être capable de suivre le rythme de Swerve Strickland dans le ring, parce qu'il est quand même rendu à un âge avancé, puis c'est ce genre de personnage-là, ben c'est plus j'arrive, je domine, puis il n'y a pas grand-chose qui vient m'affecter. Fait qu'il va falloir que Swerve te sell ça comme il faut, là, si on veut que le match soit intéressant. Cependant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de potentiel à ce qui se passe des trucs aussi ringside durant le match, qui va peut-être venir donner du jus à l'histoire. Donc, j'ai hâte au match. J'ai surtout hâte de voir Bobby dans ce nouveau contexte-là, puis comment on va le vendre. Donc, qui, de ton côté, as-tu entre Swerve et Bobby Lashley? Ben, écoute, difficile à dire, mais en même temps, c'est vraiment... Pourquoi tu irais contre le gars qui revient? Ouais. Dans l'histoire de la lutte, c'est tout le temps ça. Un gros hype, un gros gars qui revient, une grosse rivalité avec un des gros noms de la AEW. Swerve est probablement prêt justement à prendre un pin contre Bobby. Moi, ce que j'ai vraiment hâte de voir justement, comme tu dis, c'est comment Bobby va être dans le ring. Parce que là, en plus, dans les dernières semaines, on nous a vendu un Shelton Benjamin très fort pour son âge. Par contre, c'est un style complètement différent de Bobby Lashley. À son âge, avec la shape qu'il a, Shelton Benjamin est capable de livrer des bons matchs. Bobby Lashley, dans son style un peu plus gars tough, je ne sais pas ce que ça va avoir l'air. Mais en même temps, on peut, c'est de la lutte, on peut nous vendre fort n'importe qui. Puis un gars comme Swerve serait capable de vendre un Bobby Lashley très dominant. Là. Pourquoi on n'aurait pas un squash? Un squash de Bobby Lashley, ça nous mettrait tout en haleine pour la suite. Genre, ça serait... tu l'exposes pas trop. Puis... Mais j'aime vraiment... S'ils vont vers ça, je trouve que ça serait le choix intelligent à faire. C'est vraiment... Surtout que c'est quelque chose qu'on voit jamais à la All Elite Wrestling. Un squash en bonne et due forme. Ça viendrait surprendre tout le monde. Écoute, on dirait qu'il y a un potentiel. On recule de peut-être 10 ans, 10-12 ans, quand Lesnar est revenu à la WWE et qu'on l'a tout de suite mis en confrontation avec John Cena. Et que John Cena, dans ce match-là, il s'est fait détruire. Là. Genre, il s'est fait ouvrir à coups de coude d'en face. C'était comme le retour de Lashley après sa run à la UFC. On a vraiment vendu Lashley fort. Je pense, de mémoire, la victoire a quand même été du côté de Cena dans le match, ce qui était, selon moi, une erreur. Mais je veux cette aura-là. Je veux créer une aura de Bobby Lashley dominant. Et squasher Swerve Strickland, ce serait passer tout un message sur le reste de la carte. Et j'ai l'impression que ça élèverait le clan au complet du Hurt Syndicate. Et au bout de la ligne, ça serait le move payant à faire. Je pense que Swerve, il a eu sa grosse run jusqu'à All-In. Et je pense qu'il est quand même dans des dispositions en ce moment à peut-être pas avoir l'ego de se dire je vais. Le bien de la compagnie, c'est de mettre Bobby Lashley de l'avant. Écoute, ça m'étonnerait que ça soit un court match pendant. Ça m'étonnerait beaucoup, mais si tu veux faire que tout le monde a la gueule à terre, tu le fais perdre en 3 minutes avec presque pas d'offensive du côté de Swerve, ça serait quelque chose qui aiderait tout le monde. Puis, les matchs de Goldberg, pourquoi il était bon, puis même affaire pour Lesnar, les meilleurs matchs, c'est les matchs qui sont courts de ces gens-là, parce que quand tu commences à les exposer à des 15-20 minutes, c'est là que tu vois les failles dans la lutte. C'est là que tu vois que le cardio est plus là. Puis c'est normal, rendu à un certain âge, c'est plus tough se garder en shape. Puis c'est tellement des messieurs immenses que c'est tough à traîner, là, cette carcasse-là de muscles. Fait que ça protégerait Bobby, ça protégerait tout le monde. Ça ferait vraiment mal à Swerve. Mais s'il y en a un qui est capable de se remettre de ça, surtout dans le style qu'il a, c'est Swerve Strickland. Fait que j'aime énormément ton idée. Je vais y aller
avec Bobby. Je pense pas qu'ils vont oser faire ton idée, cependant. Mais je vais y aller avec Bobby Lashley. Dans un match, mettons peut-être de 12 minutes. Non, mais s'ils font un match compétitif, je vais être très contente aussi en plus. Là. J'ai hâte de voir par contre par la suite à quel point on va réussir à garder ce clan-là fort. Je pense que c'est important parce que pour l'instant, ils ont fait vraiment de l'art et ils fit très bien dans l'univers AEW. Je trouve que ça pourrait être... ils ont réussi à faire quelque chose de bien. Il va falloir qu'il y ait des nouveaux membres à ce clan-là. Je sais qu'ils ont encore retourné autour de Ricochet. C'est un peu teasé. Moi, j'adorerais ça. J'adorerais que Leo Rush vienne dans ce clan-là. On a quelque chose qui s'est passé entre lui et Bobby Lashley dans l'autre compagnie. Puis il y avait une dynamique bien funny entre les deux. Donc, non, go le Earth Syndicate. Faut que ça continue aussi fort que ça. Puis Bobby Lashley gagne, ça, c'est sûr. Oui, ben, je pense aussi. Et j'aimerais ça, surtout avec la dynamique qu'on a avec les Death Riders, tout ça, d'avoir un clan. Parce que c'est un peu l'aura qu'il y avait là, à la WWE, le clan qui est achetable. Là. Fait que, tu sais, un peu comme Don Callis, là, genre. T'as besoin que. Tu sais, ça fitterait avec MJF, là. T'as besoin que je casse la gueule à du monde. Et t'engages le Earth Syndicate. Avec moi. C'est ça. On peut parler. On peut parler, puis ça te permet de les intégrer dans d'autres rivalités, mais en plus d'être dominant. Fait que, écoute, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Genre, juste hâte de voir comment Swerve va s'en sortir. Peut-être le ramener dans la continentale si jamais il veut pas faire des dodos. En même temps, il vient de finir un dodo sur Strickland. Fait qu'il est peut-être prêt pour reprendre une nouvelle run. Mais le voir dans la Continental, ça pourrait être le fun aussi pour redorer un peu l'aura qu'il aurait si jamais il se fait détruire en bonne et due forme par Bobby Lashley. Prochain match, on a un match qui n'est pas annoncé, mais que dans ma boule de cristal, je le vois arriver. Tu vois ça, toi. OK. Ricochet contre Takeshita pour la ceinture internationale. Ça se tourne autour là, quand même là, depuis quelques temps. Et le dernier match qu'on a eu avec quand même moi la victoire surprenante de Takeshita, qui était, je pense, la bonne décision, là, vraiment. Puis j'aime vraiment ce que Takeshita fait dans le ring là, en ce moment. Là. Il est revenu le bon Takeshita que j'aime voir. J'ai l'impression que c'est tellement un lutteur qui est meilleur avec une ceinture autour de lui. Il est meilleur champion que challenger. Et là, ben, il va se pogner contre quelqu'un que j'ai l'impression qui est très bon, challenger, qui est très bon pour courir après les ceintures, qui est Ricochet. Donc, si ce match a lieu, qui as-tu gagné entre Ricochet et Takeshita? Ben, je crois pas que Takeshita perde sa ceinture pour l'instant. Avec première défaite de Ricochet à la All Elite? Ouais, il y a ça, hein? Ouais. Difficile à dire. C'est pourquoi je crois que le match n'aura pas lieu. En fait, ma prédiction, c'est que le match n'aura pas lieu tout de suite parce qu'ils ne veulent pas faire perdre Ricochet parce que ce pay-per-view-là est déjà quand même rempli. C'est sûr que ce match-là, en plus, ça serait intéressant. Mais, OK, disons que le match a lieu. Je crois que Takeshita va l'emporter, mais probablement pas clean. OK. La Don Callis interviendra d'une quelconque manière pour venir. Ouais, on tourne tout le temps autour. Là. C'est pas mal tout le temps ça le scénario, même si Takeshita n'a pas besoin d'une victoire pas clean. Déjà, il a gagné la ceinture pas clean. Exact. Ajoutez-en pas plus. C'est un excellent lutteur. Ce gars-là, il est probablement un des meilleurs au monde en ce moment. Donc, faites-le pas perdre. Faites-le pas gagner en trichant. Fait que, tu sais, je sais pas. C'est dur à dire. Ben, c'est ça. Si le match a lieu, je dis Takeshita. Parfait. Écoute, moi, si le match a lieu, je vais y aller avec une victoire de Ricochet, mais quelque chose qu'on fait rarement à l'All Elite, ça sera par disqualification, parce que quelque chose arrivera. Donc, Ricochet gardera sa série de victoires, mais ne remportera pas la ceinture. On va la laisser sur Takeshita. Et de la manière que la construction... Écoute, là je fais comme si comme si c'est très réfléchi l'All Elite Wrestling, mais des fois, j'espère que c'est le cas. Il y a quand même eu... toute cette rivalité-là a commencé avec Takeshita qui vient foutre la merde dans le match avec Will Ospreay contre Ricochet. Donc, on a comme installé une graine qu'il y a du DQ à l'intérieur de ce programme-là.
ça serait juste logique qu'on continue avec cette graine-là. Donc, quelque chose arrive, que l'arbitre voit Don Callis frapper ou faire quelque chose, et que, je l'ai vu, fait que disqualification. Surtout que c'est comme quelque chose qui arrive pas souvent à Harley Wrestling, que les arbitres font bien leur job, fait que peut-être ça pourrait aussi pusher les arbitres et mettre over pour une fois, parce que souvent les arbitres de la All Elite regardent pas, ou surtout dans les matchs par équipe, là, ils se foutent un peu des règles, fait qu'il y a un match qui se finit parce que les règles ont été respectées. Ça pourrait peut-être être intéressant, puis ça pourrait mettre en place un éventuel affrontement que justement il y a une stipulation qui empêche un type d'intervention, puis qu'on ait vraiment un ricochet contre Takeshita. Dans un match futur, ouais. Dans un match futur, fait que mais c'est ça. Mais en même temps, ricochet avec la ceinture internationale, je pense que ça ferait du sens aussi. Mais j'aime tellement la run de Takeshita que j'espère qu'ils vont lui laisser la ceinture, parce que contrairement à plein d'autres ceintures dans cette compagnie-là, lui, il fait quelque chose avec, puis j'ai l'impression que c'est le fun ce qui nous présente, puis ce qui nous montre comme champion. Prochain match. Cette fois-ci, ça a été un match qui est un peu une construction classique. Hein? On a fait un tournoi de qualification pour qui va être qui va être les aspirants à un match par équipe dans un match à 4 chemins, un 4-way match. Donc 4 équipes face, hein? Oui, 4 équipes. Écoute, Private, on va commencer avec le début de la rivalité, de l'explication. Private Party qui, surprenamment, dans un match de semaine, remporte les ceintures contre les Young Bucks, qui avaient la ceinture depuis. Pas, parce que c'était la stipulation, s'ils ne gagnaient pas, ils devaient se séparer. Donc, on ne va pas dans ce chemin-là partout. On est un champion. Exact. Et moi, ça m'a surpris parce que on voyait MVP tourner autour de Cassidy, justement, pour peut-être le recruter à la suite d'une séparation. Et finalement, ça n'a pas eu lieu. Je pense que Private Party aussi pourrait bien fitter à l'intérieur du Hurt Syndicate si jamais on veut avoir une aile tag team. Et justement, comme c'est toutes des phases dans ce match-là, on s'entend King of Black, ça peut être tweener, mais c'est vrai que dans le dernier mois, ils ont plus été gentils. Tellement over avec la foule. Mais comme c'est un match à 4, il n'y a pas de disqualification dans un match comme ça. Donc, si le Hurt Syndicate décide de les recruter, ça pourrait être une bonne opportunité. Tu vois Shelton Benjamin et peut-être d'autres gens plutôt dans la carte qui sont ajoutés, mais foutre la merde dans le match, donner la victoire à Private Party, faire un heel turn clair à Private Party et les intégrer au Hurt Syndicate. Parce qu'effectivement, un match à 4 gentils, ça laisse présager que quelqu'un va être méchant, qui va tourner. Ça pourrait être également The Acclaim, parce qu'il y a également eu ce tease-là du côté d'MVP. Donc, on dirait que c'est un match que je vois tourner autour du Hurt Syndicate, malgré qu'ils ne sont pas dans le match. Très bon point. Je suis d'accord, puis même que justement, ce qui risque d'arriver éventuellement, c'est qu'il y a il va y avoir des turns à l'intérieur des équipes, justement, le Private Party, The Acclaim. Puis on tease vraiment que des membres vont s'en aller avec le Hurt Syndicate par association. Donc, puis ça serait une très bonne chose. Ça serait des très bonnes additions. Puis au niveau des histoires, ça montrait les histoires d'une manière très intéressante, justement, de builder des turns à l'intérieur de certaines équipes à cause que le Hurt Syndicate tourne autour d'eux. Donc, oui, très d'accord avec toi. J'irais dans ce sens-là, moi aussi. Ouais. Pour ce qui est des personnes qui se sont qualifiées, on a tout d'abord les Outrunners qui ont battu Top Flight. Ensuite, on a FTR qui ont perdu dans un match qui était quand même surprenant contre le House of Black. Donc, c'est FTR, on s'entend, ont également un petit programme avec les Outrunners. Fait qu'il y a un petit tease aussi. Fait que ça aurait pu être intéressant de les avoir dans le même match. Mais non, on décide de laisser ça séparer. Et finalement, on a The Acclaim qui a remporté contre la faction Ingorbable, qui finalement, ça a été comme beaucoup de choses à la All Elite Wrestling. On ajoute Jake the Snake, mais ça ne change rien vraiment à l'aura de cette équipe-là. Donc, The Acclaim, le House of Black et les Outrunners contre Private Party dans un match à 4 chemins. Qui as-tu gagnant pour ça?
Ben, je crois que Private Party vont garder les ceintures. Même s'ils vont dans le sens qu'on vient de parler, là, avec une implication du Earth Syndicate ou pas, je crois pas que ce soit nécessaire de leur enlever les ceintures tout de suite. Toutefois, j'ai un doute. J'ai un doute parce que c'est un match à 4 équipes. Fait que, ben souvent, ben c'est ça. C'est facile que les champions perdent les ceintures sans être pinés dans ce genre de match-là. Mettons, dis-nous dans ta tête comment ça se passe, parce qu'à 4 équipes, il y a un truc d'élimination. Fait que qui tu vois ne pas gagner absolument ce match-là, puis là, descend, puis dit entre qui t'hésites à la fin. Je vois absolument pas House of Black gagner ce match-là et je vois absolument pas The Acclaim gagner ce match-là. OK. Fait que peut-être les Outrunners pour toi. Je crois à une possibilité à cause que il y a un gros hype présentement. Capitaliser sur ça. Capitaliser sur ça peut-être. Puis après ça, tu leur fais un programme avec FTR. Ça peut être intéressant. Mais je crois vraiment que s'ils ne sont pas allés avec la séparation du Private Party tout de suite, c'est parce qu'ils vont garder les ceintures. Puis. Ouais. C'est ça. Ouais, je suis assez d'accord. Moi aussi, je vais y aller avec Private Party pour sensiblement les mêmes raisons. Je m'attends cependant à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe parce on va pas finir ce match-là avec 4 équipes gentilles. D'après moi, que ce soit avec l'aide externe ou en trichant en bonne et due forme, là, à coup de chaise dans le dos, quelque chose comme ça, pour remporter le match. C'est quelque chose aussi qui ont... tu sais, les deux équipes que je vois le plus tourner entre les deux, bizarrement, c'est même pas l'équipe qui était méchante, là, qui était le House of Black, mais The Acclaim aussi aurait peut-être un potentiel. Je pense qu'on est peut-être rendu là aussi dans le développement de cette équipe-là, de éventuellement tourner méchant, se mettre à dos le public. Je sais qu'ils sont très over. Tu les verrais tourner en restant en équipe. Ouais, peut-être tourner en restant en équipe. Moi, je vois un split à l'intérieur de l'équipe. C'est possible aussi. Probablement Max Caster qui devient heel. Ouais, ça serait également possible. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont finir ce match-là et ils vont être hués plus qu'appréciés. Dans l'ordre, j'y vais avec Private Party. Je pense qu'il fait le plus de sens. On a également testé un peu là, à l'époque avec Matt Hardy, là, un petit genre de voir c'était quoi leur aura de heel. Leur moveset également est un peu heel, dans le sens où je sais pas, ils font des trucs qui est comme tu sais, genre les coups de pied dans le coin en criant shot, là, tu sais, mais c'est quand même heel. Tu peux avoir une intensité heel en faisant ça. Steve Austin nous l'a montré souvent. Fait, tu sais, on dirait, je les vois bien être heel. Puis, si on les ajoute au clan plus gros du House Syndicate, je pense qu'ils fitteraient très bien. Et ça serait une manière également de les mettre avec des gens qui sont très bons au micro en MVP, très bons dans le ring avec Shelton Benjamin. Tu sais, si tu penses long terme et que tu es comme, hey, je vois des grandes choses pour ces gars-là, ben let's go, on les met dans ce clan-là. Ça va les élever. Fait que moi, je vois avec ça. Fait que vous pouvez nous le dire. Écoute, il y a beaucoup de choses à prédire là, dans ce match-là. Fait que dites-nous, vous, quel bord ça peut aller. Peut-être les Outrunners remportent ça aussi. Peut-être le Black Throne se sépare. Un heel turn de Malachi contre Brody King. Puis que c'est ça qui va être créé. Prochain match, on a Will Ospreay contre Kyle Fletcher. Une histoire qui a été un peu, encore une fois, lutte 101. Hein, deux amis, trahison. On s'aimait tellement. Maintenant, je t'haïs. Si tu m'as empêché d'avancer dans ma carrière. Non, c'est pas vrai. Je t'ai aidé. Non, c'est pas vrai. Fait que, écoute, une construction qui a commencé fort. Moi, j'ai vraiment apprécié le début de cette histoire-là. On l'a peut-être commencé 2 semaines comme trop tôt, parce que là, je trouve qu'on manque de jus depuis une semaine dans l'histoire. Mais c'était très efficace. Bon, évidemment, tout ça commence avec une chance aux ceintures par équipe des Young Bucks. Donc, Will Ospreay et Kyle Fletcher sont en équipe. À l'intérieur du match, Don Callis offre son tournevis pour tricher. Will le prend pas. On ne croit pas qu'on va gagner de même. Décide de ne pas accepter l'aide de Don Callis, ce qui éventuellement coûte le match. Kyle Fletcher, suite à ça, très fâché en dedans de lui. Il aurait peut-être dû le faire tout de suite, mais on a décidé d'attendre 1 ou 2 semaines avant qu'il y ait le turn réel.
Moi, je pense que je l'aurais fait tout de suite. Ça aurait été un peu plus logique de le faire à ce moment-là. Mais bon, il réfléchit, puis 2 semaines plus tard, boum, Kyle Fletcher trahit Will Ospreay. S'ensuit un espèce de Tiger Driver 91. Plus d'impact dans le pay-per-view. Ouais, exact. Le coup de Ospreay est mal en point, donc il s'en va faire des petits dodos pendant 2 semaines. Pendant ces 2 semaines-là, excellent travail de Kyle Fletcher pour définir ça va être qui, Kyle Fletcher, son personnage. Et ça, j'ai apprécié ça parce que, écoute, c'est ça la beauté de la lutte, c'est de prendre tout ce qu'on se dit, nous, quand on regarde la lutte dans notre tête, et là, nous la mettre en mots et l'appliquer et aller plus loin, aller ailleurs. Et Kyle Fletcher, c'est ce qu'il a fait, parce qu'il a fait. Vous pensez tous que je ressemble à Will Ospreay. Puis c'est vrai qu'il ressemble à Will Ospreay. C'est vrai que c'est son mentor, Will Ospreay. Fait qu'il est comme, je ressemble pas. C'est pas vrai, je suis mon propre homme. Se rase les cheveux sur le ring. Belle promo. Moi, je l'ai aimé. Là. Écoute, Oui. Première fois que je voyais Kyle Fletcher avec autant de feu dans les yeux aussi. Là. Il y a tout le temps, j'ai tout le temps vu beaucoup de potentiel, mais là, c'est la première fois que je vois ce potentiel-là se concrétiser dans quelque chose de réel. J'ai vraiment aussi l'impression que dans le dernier 6 mois, man, Carl, il était au gym, là. Parce qu'il est rendu, là. Il est rendu carré, musclé, là. Ouais. Ça n'a pas de son style a vraiment changé, en plus, là. Ça y fait bien les cheveux courts aussi, là. Les cheveux rasés, en fait, là. Ça lui donne vraiment un look un peu douche, tough guy. Exact. Puis il se différencie effectivement de Will Ospreay, clairement, avec ce nouveau look-là. Moi, je trouve pas tant qu'il se ressemblait avant, là, avec la chevelure blonde. Moi, je le préférais vraiment avec sa chevelure blonde, là, puis son look un peu genre... OK, il y avait peut-être un attirail qui nous rappelait Will Ospreay, puis OK, les deux se connaissent depuis longtemps, mais écoute, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on joue sur le côté personnel, proximité qu'il y avait entre les deux lutteurs avant le turn de Fletcher il y a quelques semaines. Justement, dans les promos, Will Ospreay qui dit « T'as habité chez nous, on a voyagé partout ensemble, tu sais où que mon fils va à l'école, tu sais. » Puis ça, tu vois, sur moi, puis ça me fait peur. Puis tu vois, ça, je l'ai apprécié parce que trop souvent à l'All Elite Wrestling, on prend pour acquis que les gens, ils savent ça. Tu sais, que les gens, ils suivent tout le indie, toute l'histoire de tout. Et là, on a pris par la main les gens, on les a fait, gars, si vous ne connaissez pas l'histoire entre Kyle Fletcher et Will Ospreay, on va vous l'expliquer à travers nos promos. Ils ont ramené Mark Davis, puis ça a été genre un silence tellement que tout le monde ne se souvenait même pas de lui genre, dans cette histoire-là. Tu sais. Fait que non, c'est une bonne affaire qu'ils nous prennent par la main certaines fois pour qu'on se sente plus impliqué dans l'histoire, puis que ce soit plus deep, plus sérieux. Puis justement, cette histoire-là a besoin de ça. Exact. Puis là, ben évidemment, le côté personnel qui va remporter entre Will et Kyle Fletcher, c'est ce qui est intéressant de voir. Don Callis tourne autour de là également. C'était ses 2 poulains. On s'entend que Kyle Fletcher a été recruté parce que Will Ospreay était dans le clan de Don Callis au départ. Et là, que Don prenne le côté de Kyle. Écoute, je dirais presque que Kyle est pas loin d'être capable de voler de ses propres ailes. Je pense qu'au début, ça l'a aidé d'être avec Don Callis ou pour avoir quelqu'un au micro qui l'aide. Mais le dernier mois de promo de Kyle, je l'ai vraiment trouvé efficace, très bon. Et même dans plusieurs de ces promos-là, Don Callis n'était pas là. Et tant mieux, parce que il est plus valet hype man, puis c'est peut-être ça que le personnage a besoin de Kyle Fletcher pour l'instant, parce qu'il est excellent au micro. Fait que continuer de le faire parler, puis de le faire également surfer sa foule, là. Ça, c'est le genre de truc qu'on voit de lutteurs d'expérience. Là, quand tu sens que la foule réagit à quelque chose, tes regards puis tes insultes. Il l'a fait à quelques reprises à l'intérieur de cette rivalité-là. Fait que on voit le métier qui rentre vraiment. Christian le fait super bien, là, ça. Là. C'est une de ses forces les plus grandes. Là. Dès qu'il sent que la foule haït quelque chose, là, il prend le temps de les regarder, même à l'intérieur d'un match. Fait que j'espère voir ça de Kyle Fletcher, parce que s'il est capable de nous amener. Parce que c'est peut-être le petit défaut que j'ai de Will. Là. Des fois, on enchaîne beaucoup la lutte, mais des fois, Will, il oublie qu'il y a du monde qui le regarde. Fait que des fois, il faut que tu ralentisses le pace pour faire un petit regard à la foule, puis faire let's go, je me hype, puis je me hulk up un peu. Quelque chose que Kenny Omega
a appris à faire super bien tout le temps les petits regards à la foule. Fait que j'espère que Will va le faire. Puis j'espère que comme méchant, Carl Fletcher va prendre le temps dans ce match-là, quand il sent qu'il fait quelque chose, que la foule réagit. Ben, hey, tu sors un petit peu du script, t'improvises un peu avec comment la foule réagit à ce moment-là. Et pas juste se concentrer uniquement face au match de lutte que je suis certain qu'il va être incroyable. C'est sûr. Mais tu peux l'amener à un autre niveau si tu amènes le côté storyline encore plus, puis bien surfer comment la foule réagit à différents moments. Donc, qui as-tu pour ce match que j'ai l'impression sera mon match préféré? Si jamais il y a cette question-là, quel match sera préféré? Et cette fois-ci, ça sera toi, Ellie, qui sera la personne pour qui vous pensez qu'Ellie aura comme match préféré. Ah, bah oui, avec plaisir. Fait que qui, tu penses, va gagner ce match-là entre Will Ospreay et Carl Fletcher? Ben, premièrement, je crois fortement que Don Callis va être, comme à son habitude, à la table des commentaires pendant ce match-là et qu'il va donc avoir une implication sur, peut-être pas sur le finish, mais sur la fin du match. Où il va s'essayer. D'ailleurs, props au tournevis, qui est vraiment le MVP de cette rivalité-là. Quand Ospreay l'a lancé cette semaine, ça, c'est sûr, c'était probablement pas prévu, mais le caméraman dans sa tête était comme « Yes! » Moi, j'ai une shot du tournevis qui plante dans le tapis. C'était super bon. Fait que non, je pense encore une fois qu'on va ramener à faire du tournevis. Et c'est pourquoi je pense que Carl Fletcher va gagner ce match-là. Ouais. Écoute, c'est audacieux parce que Will n'a pas beaucoup perdu. Il a quand même perdu un peu dans les derniers mois, mais il a quand même pas souvent perdu. Et là-dessus... Il est peut-être dû pour une victoire. Il est peut-être dû pour une victoire, effectivement. Mais moi, je vais y aller comme toi pour l'instant. Je vais y aller avec Carl Fletcher parce que si j'ai l'impression que Will, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'ego. Il sait qu'il est le meilleur. Fait qu'il sait qu'il n'a pas besoin de victoire, nécessairement. Et que ça lui fait pas mal à son aura parce que, tu sais, un moment donné, c'est un peu comme le Connor McDavid de la lutte. Là, tu penses, à aucun moment, pour ceux et celles qui connaissent le hockey, Connor McDavid, c'est pas parce que dans une game, il fait pas de points que dans ta tête, tu fais il est plus bon. C'est sûr qu'il est encore le meilleur, même s'il n'a pas fait de points. Puis Will est rendu à ce stade-là, à l'intérieur de n'importe quelle compagnie même. Je pense que ça serait très difficile d'y enlever son shine là, autour de lui. Et comme c'est son bon ami, Carl Fletcher, l'impression que ça va même lui faire plaisir d'y donner cette victoire-là. Parce que qui des deux en a le plus besoin? J'ai l'impression que c'est Carl Fletcher qui a plus besoin de cette victoire-là. Je pense que pour garder peut-être l'aura d'invincibilité, je pense aussi, ça fait du sens aussi qu'il y ait une intervention quelconque de Don Callis à l'intérieur du match. Est-ce que ce sera avec un tournevis ou avec d'autres choses? Moi, j'ai l'impression que ça va peut-être être... On tentera le tournevis, ça réussira pas, mais ça va déconcentrer Will et Kyle va en profiter. Moi, je m'attends à un petit finish comme ça, qui aura peut-être pas d'intervention physique, mais la présence de Don va venir déconcentrer Will et le faire perdre. Une autre idée serait d'y aller avec le même genre de scénario que comme tu as dit, pour Ricochet contre Takeshita, donc une victoire par disqualification de Will Ospreay, mais ça n'arrive pas tant souvent. Est-ce qu'on veut vraiment ça dans ce match-là? Non, j'ai pas l'impression pour ce match-là. C'est quelque chose qui je pense qu'on veut un finish clair de quelqu'un qui se fait lever la main. Je vais avec Kyle, mais ça pourrait être Will également. Ça dépend de ce qu'on a dans les boîtes pour les prochaines semaines. Parce que si leur intention, c'est que c'est juste un match, je peux voir Will Ospreay gagner, mais je crois pas que ça va être juste un match. Donc, ce serait beaucoup mieux d'avoir Fletcher gagner ce match-là d'une manière un peu pas clean, justement. Donc, pour continuer cette rivalité-là qui est encore à gagner. Ouais. Exact. Puis le fait d'avoir une victoire de Will, ça vient un peu mettre sur le tapis les futurs matchs qu'on pourrait avoir. Alors que l'inverse est plus clair. Si Kyle gagne, ben, ça donne une raison pour Will de continuer d'être dans le programme avec Kyle. Moi, ces deux lutteurs-là, je pense qu'ils vont sortir un bon match dans un match simple.
mais c'est le genre de lutteur que j'aimerais voir dans des conditions différentes qu'un match. Tu leur donnes des armes à ces gars-là, un match en cage à ces gars-là. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? C'est également quelque chose qu'on n'a pas vu souvent, Will, faire. Des matchs à stipulation. Et la rivalité, comment elle est construite, je pense, pourrait aboutir éventuellement à avoir des stipulations différentes dans le match. Et je serais curieux de voir la créativité des gars dans un autre contexte où c'est pas juste. On va pas juste se servir de notre talent incroyable in-ring, mais également d'objets, de trucs qui sont loin. Tu vois pas Will Ospreay donner des coups de bâton, genre, mais ça pourrait être intéressant de voir ça parce qu'il s'est fait pousser à bout par Don Callis et Carl Fletcher. Donc, je vais avec Carl Fletcher pour un peu que ça continue dans le futur. Voilà. Prochain match et main event, fort probablement, de Full Gear 2024. Jon Moxley qui règne. La loi Champion. et l'ordre, c'est Jon Moxley présentement qui l'a fait à la All Elite Wrestling. Et une personne a levé la main, tranquillement, pas vite, et a dit « Moi, je vais t'affronter. » Et c'est Orange Cassidy. L'histoire, bon, ça recommence à Wrestle Dream où, pour une deuxième fois, Moxley a tenté de tuer Bryan Danielson pour le faire sortir de là. Remporte la ceinture. Par la suite, écoute, son clan, que maintenant on sait s'appelle les Death Riders, tente de détruire tout le monde. Darby Allin tourne autour de cette histoire-là. Mais c'est Orange qu'on décide qui est le champion de la All Elite Wrestling. Un peu... Écoute, on s'est attaqué à Chuck Taylor. On a blessé Chuck Taylor et c'est un peu la justification pourquoi c'est Orange qui est l'élu du côté des gentils. Parce que je pense que ça fait plus de sens Darby Allin, mais j'ai l'impression que ça va être plus loin dans l'histoire que Darby va arriver. Fort probablement. J'ai eu l'affrontement à Moxley puis Darby. Exact, mais je pense que c'était le premier chapitre et éventuellement au bout de la ligne, ça va peut-être un. Parce que vraiment, là, du côté de Moxley, on vise, ce qu'on peut dire, les têtes de la AEW, ouais. hein, les gentils qui sont là depuis le début, les fiers d'être AEW, là, un bon vieux Orange Cassidy qui est gentil tout le temps, qui est un homme fort au travail, qui ne se laissera pas battre contre un clan méchant qui veut venir détruire ses amis puis sa belle compagnie de lutte. Exact. Donc, ouais. Je pense que le choix de Cassidy est vraiment inscrit dans un début, si on veut, d'explication de cette histoire-là. Parce qu'on n'a pas encore, malgré que ça fait 2 mois, là, on n'a pas encore d'explication sur pourquoi Jon Moxley et ce clan-là existent, font ce qu'ils font. Même si, bon, on a des tentatives de « Hey, c'est de la merde, c'est maintenant la All Elite Wrestling, on veut changer ça, c'est nous autres les boss, blablabla. » Écoute, fine, mais il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qu'on aura peut-être. J'ai l'impression qu'on va l'avoir, cette révélation-là, surprise, de qui est derrière ce clan-là, pourquoi ils s'en permettent autant. Mais le choix d'Orange, j'ai l'impression, est un petit peu par défaut, parce qu'il n'y a pas grand monde, en tout cas, on dira, là, puis on dira dans le questionnaire, là, vous pouvez le répondre, mais j'ai pas l'impression que beaucoup de monde vont mettre Cassidy gagnant de tout ça. Parce que c'est tellement peu crédible et ça s'en va où si Cassidy... Ça peut pas être Cassidy qui remporte ce match-là. Pourquoi tu aurais fait tout ça pour déjà switcher la belt sur un Cassidy qui... OK, dans un autre contexte, j'aurais pu voir Orange Cassidy en tant que champion AEW. Mais présentement, écoute, le show est tellement construit sur tout ce qui se passe avec les Death Riders puis Moxley que ça ferait aucun sens. Non, exact. Je pense que là-dessus, on est d'accord sur comment que le résultat du match va être. Exact. Et comme ça sera fort probablement le main event et que clairement, on connaît une partie de la destination de ce match-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de surprises, va vraiment falloir que la révélation ait lieu. Si elle n'a pas lieu, et là, ça risque d'être... Si on finit juste avec un classique, on détruit Cassidy, puis le pay-per-view se finit. Non, c'est ça, parce qu'on ne peut pas passer un autre mois à faire le même stock à chaque semaine, puis à teaser le prochain pay-per-view. Il faudrait qu'il y ait un reveal cette fois-ci.
faut qu'il y ait quelque chose qui arrive, là, parce qu'à un moment donné, faut que ça avance, cette histoire-là. Fait que le fait que c'est tellement prévisible me laisse croire qu'il y a eu une grosse révélation qui aura lieu après. Bon, là, évidemment, on a notre ami Pierre-Paul qui lui dit Ronda Rousey. Peut-être. C'est un choix qui serait plausible. Ça serait intéressant également d'avoir une leader féminin. Je pense que Ronda a un peu l'aura de ça. Je pense pas qu'elle a le micro, par contre, pour être la leader d'un gros clan comme ça, qui, on s'entend, a besoin de quelqu'un qui est bon au micro là, pour leader tout ça. Toi, qui as-tu? Là évidemment, on est à une semaine là, du show. Fait que ça se peut, si jamais vous aimez pas les potentiels spoilers, skipper. On vous a dit qu'on pensait qu'elle allait gagner. Fait que rendez-vous à la fin au niveau des marques. Mais crois-tu? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer avec ce match-là? Dans l'histoire. Là. Ce qui va se passer avec ce match-là. Premièrement, j'ai peur qu'on finisse avec un 3e pay-per-view d'affilée qui a un meurtre. Une tentative de meurtre encore, ça se peut. Je crois que malheureusement, Cassidy serait la victime cette fois-ci, mais je suis prêt à accepter s'il y a un reveal. Ouais. Écoute, puis je concède là, parce que j'haïs ça, le fait qu'il y a eu des meurtres depuis 2 mois, là, mais là, je me dis, gars, s'ils me font encore, mais qu'il y a un reveal, je suis prêt à accepter. Moi, j'ai 2 scénarios que j'accepterais dans cette histoire-là. Premièrement, le scénario de Shane McMahon. Je suis vraiment pour cette idée-là parce que je crois que ça serait une bombe. Une bombe dans le monde de la lutte. Ça ferait parler. Une bombe, puis il l'amènerait pas de la manière que je m'attendais, mais pas du tout. Ouais. Donc, mais moi, ça, c'est le choix, mettons, utopiste idéal. Idéal. Si tu veux que cette compagnie-là, enfin, se sorte la tête de l'eau, t'as besoin de Shane McMahon qui arrive et que là, tout le monde a la gueule à terre. Puis même si je pense, même si c'est dans les possibilités, c'est quand même dans ma tête quelque chose que je crois pas. Et que si ça l'arriverait, je serais ultra heureux, ultra surpris, même si on en parle là, je serais ultra surpris que ça l'arrive. Et il y aurait un changement de plaque tectonique incroyable dans l'industrie au complet. Fait que ça, si ça l'arrive, ça va être quelque chose, puis je veux l'écouter live pour le voir. Là, c'est ça. Mon autre idée, puis ça, c'est un peu champ gauche parce que je ne sais pas si c'est de cette manière-là qu'ils veulent ramener à cette personne-là, mais je serais prête à accepter que ce soit un Kenny Omega qui est à la tête de tout ça, puis que c'est sa manière de revenir contre les Bucks. Parce qu'éventuellement, les Young Bucks vont devoir affronter les Death Riders, tout ce clan-là de Moxley. Ils vont devoir mettre leur culotte et faire quelque chose par rapport à ça. Je pense pas qu'ils sont out pour longtemps. Là. Je pense que c'est juste pour quelques semaines qu'on les oublie et qu'on les ramène quand Kenny Omega va être prêt. Puis Kenny Omega pourrait revenir sans nécessairement être physique là, lors de ce pay-per-view-là. Il est vraiment proche de revenir. Je serais prêt à accepter. Par contre, est-ce que vraiment Moxley aurait fait ça pour être comme une espèce de sous Kenny Omega dans l'organigramme de tout ça? C'est ça qui me fait peut-être un peu douter. Mais par contre, comme je dis, je ne crois pas exactement vraiment que c'est ça qui va arriver, mais je serais prêt à accepter que c'est ça qui arrive. Mais je pense que ça serait un bon plan B. Écoute, puis c'est peut-être pas tant. Tu sais, on est peut-être également dans. Tu sais, un peu comme quand j'ai jasé de l'histoire des télés, tout ça. J'ai vraiment l'impression qu'on attend une signature de quelqu'un d'important, qu'on n'est peut-être pas capable d'avoir, peut-être qu'on ne s'entend pas au niveau de l'argent ou au niveau du créatif ou peu importe. Mais il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une version A à ce scénario-là, il y a une version B, il y a une version C. Si on n'est pas capable d'avoir ces gens-là. Et Kenny, je pense qu'il y a une de ces versions qui est les plus plausibles, si on veut, à tout ça. Moi, autre que ces 2 histoires-là, pour vrai, j'ai pas d'autres vraiment avenues que je verrais. Il peut y avoir du gros swerve comme intense qui pourrait venir. Et là, ça serait genre une autre idée potentielle, mais qui serait pas la bonne. Là, mais d'avoir Tony Khan qui lui-même
les dernières, tout ça. Je m'en allais dire. Un genre de reveal à la Vince McMahon qui fait comme It's me, Austin! It's me! Fait que, tu sais, il y a peut-être ça, mais écoute, ça serait. Je pense pas que Tony a le micro pour livrer quelque chose comme ça. Absolument pas. Non. Fait que ça serait surprenant, mais bon, il y a quand même eu des trucs surprenants dans le passé, là, à All Elite, de choix douteux. Mais tu sais, qu'est-ce qui vient justifier? Ce que tu dis est important, c'est que la personne qui va être reveal doit avoir un micro excellent. Ah, il faut. C'est sûr que. C'est pour ça que c'est pas obligé d'être une personne qui lutte. Mais la personne va devoir justifier tellement de choses, expliquer tellement d'affaires, genre pour qu'on rassemble toutes puis qu'on comprenne un peu mieux l'histoire après le reveal. Fait que non, je pense que ça, c'est un élément très important de qui va être cette higher power-là, ou je sais pas. Là, Ouais. Et l'autre choix serait vraiment quelqu'un qu'on ne voit personne, ça, qui n'est pas ses cartes de personne, qui est quelqu'un qui a peut-être pris genre une semi-retraite, qui a un bon micro, tu sais, genre, évidemment, là, je fantasme, mais ça peut être, je n'irai pas jusqu'à dire que Paul Heyman sera là, mais un genre de Paul Heyman qui arrive dans une position de micro. Fait que, mettons, Eric Bischoff, quelque chose comme ça, là, qui vient, que tu sais que la personne a un bon micro, qui est capable de te livrer des bonnes promos, et qui est relativement, genre, je sais pas, ça serait... Eric Bischoff serait le truc ultra surprenant, surtout à quel point il est critique dans la All Elite Wrestling. Fait que, est-ce que tout ça est qu'un work dans la vraie vie? Je sais pas. Eric a été très audacieux dans le passé avec des trucs d'histoire comme ça. Et il n'est pas le plus grand fan de ce qui se passe à All Elite Wrestling. Fait qu'au niveau du kayfabe, tout ça resterait réel. Bon, là, on est dans le très chango. Il y a très, très peu de chances que ça arrive, mais il va falloir qu'il y ait quelque chose de gros qui arrive. Et ce que je souhaite le plus, ça serait Shane McMahon et qu'on ait un face-à-face entre deux McMahon dans cette industrie-là. Ce serait incroyable. Au-dessus de Shane, là, ça n'arrivera jamais. Là, mais si mettons Tony avait la mentalité de Vince, le vrai move best for business de Tony Khan, c'est d'engager Vince McMahon pour être derrière ça. Et là, t'aurais tout vient de casser et d'exploser. Mais là, on est encore, je crois, dans le fantasme très élevé. Mais que ça serait quelque chose d'incroyable de redonner reine de Vince à quelque part. Mais je pense que Shane est le choix logique. Mais Shane est quand même très fidèle à quelque part à la WWE. Fait que j'ai l'impression que ça serait... C'est pour ça que moi, je pense que ça serait très surprenant que ce soit Shane. Même si on a quand même des indices que ça pourrait être lui. Mais, OK, fait que toi, même si on parle pas juste de justement cette histoire-là, toi, tu vois pas Shane McMahon arriver nécessairement à la All Elite d'aucune manière? Écoute, moi, si ça l'arrive, je serais extrêmement surpris. Okay. Et il y aurait comme... Surtout dans le documentaire de Mr. McMahon, la manière que Shane se présente, il est très, très, très... il veut l'appui de papa. Et il faudrait qu'il y ait vraiment un changement. Puis là, c'est au-delà de... C'est très drôle parce que là, on parle de... Un changement de personnage, mais c'est pas un personnage. Il faudrait qu'il y ait un changement de sa personne qui est lui-même pour se dire que hey, je m'en vais compétitionner contre ma soeur, contre ma famille, qui est de l'autre côté. C'est tellement pas quelque chose de ce que je connais de Shane que je le vois faire. Aller à l'encontre de sa propre compagnie. Puis c'est très risqué également du point de vue de Tony Khan de mettre Shane en charge de tout ça. Mais c'est le move à faire côté business. Mais je vois beaucoup plus de chances que ça arrive pas que de chances que ça arrive. Même si on l'a vu être dans des réunions, même si... Là, c'est ça, on a vu des photos, puis on sait qu'ils se sont parlé, puis on sait qu'est-ce qu'ils se sont parlé. Ben, c'est un peu flou, là, tu sais, ils disent... ils se souhaitent que du bon, puis ils veulent, si l'occasion se présente, de faire des choses ensemble, ils le feront. C'était pas très, très clair, mais, tu sais, moi, j'aimerais ça juste pour le boom, là, juste pour les... ben c'est sûr, ça serait le move à faire. C'est quelque chose qu'on a
n'aurais jamais pensé que ce serait arrivé. Puis justement, Shane McMahon est probablement la personne dans la famille McMahon que je vois le plus faire ce genre de move-là et que ça serait accepté. Parce qu'il a toujours été très, comment dire, il a toujours voulu s'aventurer dans des business autres que la business familiale. Parce que à certains moments, Shane a vu qu'il ne serait pas on l'a vu même dans le documentaire, qu'il ne serait pas le prochain. Là, Non, il ne serait pas son, l'élu. son père, il ne vendrait pas la compagnie comme lui a acheté la compagnie à son propre père. Ouais. Mais c'est pour ça que je le verrais. C'est pour ça que je dis que c'est un changement de personne très grand parce qu'il va faire. J'ai l'impression que Shane n'a pas ça en lui de dire je m'en vais contre la famille. J'ai l'impression qu'il est très, 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 très loyal. Et ça fait du sens. c'est pour ça que je serais très surpris. Et pour vrai, peut-être la version la plus plate, c'est que ça va juste être Jon Moxley qui va rien avoir d'autre que. Ouais, j'avais lu quelqu'un dire ce serait Jon Moxley qui serait comme un peu comme le personnage dans Fight Club, là, qui comme deux personnalités. Une tough, moins tough. Puis... Parce qu'on a une valise. On a une valise qu'on se promène avec. Donc, j'ai l'impression que la valise peut être le justificatif si on se rend à c'est juste Jon Moxley. Que dans cette valise-là, il y a des trucs ultra scandaleux sur plein de choses. Donc, Moxley a le pouvoir à cause des informations qu'il détient dans la valise. Vois-tu, moi, je pensais que dans la valise, c'était la ceinture qu'il y avait. J'avais comme l'impression que c'était ça un peu. Ben, là, il la traîne dans un sac, mais non, il y a eu l'angle où il fesse le partner des Young Bucks. Là, Brandon Cutler. Oui, Button Cutler. Puis qui vole la valise. Puis juste avant, on a le segment où The Elite essaie de cacher des papiers, puis il se sauve. C'est la valise ils ont pris la valise à lui, c'est vrai. T'as raison. Fait que la ceinture, on ne l'a pas vue depuis qu'ils l'ont mis dans le sac. Fait que peut-être une nouvelle ceinture, peut-être plein de choses. Mais j'ai l'impression que c'est la porte de sortie si jamais toutes nos idées un peu plus utopiques et fantasmagoriques n'arrivent pas. Ben, que la solution facile, c'est juste de faire c'est Jon Moxley qui a le pouvoir parce qu'il y a des infos compromettantes sur les Elite, sur Tony Khan, sur tout le monde qui a du pouvoir dans cette compagnie-là. Et que il va falloir que quelqu'un vienne se battre pour venir les chercher. Et là, on verra ce qui s'y arrivera dans le prochain 6 mois à un an. J'appelle ça va culminer vers All-In parce que c'est le gros pay-per-view de cette compagnie-là. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être ça. On est peut-être face à beaucoup d'excitation, mais une plus grande déception si jamais il n'y a pas un payoff intéressant. Ça se peut très bien. C'est dans leur habitude à la IW à nous donner pas le payoff qu'on s'attendait. Ouais, pas le payoff qu'on souhaitait. Fait que, écoute, dites-nous-les, vous, ce que vous pensez. Fait qu'il y a déjà Pierre-Paul. Gagnant all the way. Ouais, fait que c'est sûr, c'est Moxley qui gagne tout ça. Mais peu importe ce qui va arriver. Et ça fait le tour de justement ce Full Gear dans nos prédictions et notre résumé d'histoire. Comme à chaque review, je vous rappelle, vous pouvez cliquer sur le questionnaire en dessous, aller répondre aux questions vous-même, nous dire qu'est-ce que vous pensez qui va arriver, différentes questions également drôles, sympathiques qui sont à travers ce questionnaire-là. Ellie le remporte souvent, mais là, vous avez toutes. Elle a ouvert son jeu pour vous. Elle nous a montré ses cartes, fait que vous pouvez y aller avec les prédictions d'Ellie. Ça ne devrait pas changer, mais c'est ça. Le questionnaire n'est pas sorti encore. Hein. Et même s'il est sorti, on peut changer nos réponses. Parce que peut-être Dynamite va créer quelque chose qui va faire « Ah non, ça s'en va ailleurs finalement. » Donc, vous avez jusqu'au début du pre-show pour répondre au questionnaire. Fait que vous pouvez les changer jusqu'avant le questionnaire. Répondez au questionnaire, puis justement, si j'ai des choses que vous voulez changer, mais le samedi, vous allez les modifier si c'est passé des trucs intéressants dans les autres spectacles de la semaine. Un gros merci, Ellie, d'être venue nous donner ton expertise de sommelière de la lutte. Et comme je vous l'ai dit pour ceux qui sont seulement à l'audio, mais maintenant, c'est que pour les pay-per-views qu'il va y avoir des podcasts, des épisodes officiels. Pour le reste, allez sur la chaîne YouTube pour les dégustations de la semaine que je vais vous faire en solo cette fois-ci. C'était Max Perriard ainsi que Elisabeth Picard pour les sommeliers de la lutte, sommelières de la lutte. Ciao, ciao tout le monde!
Bye, bon full gear. Abonne-toi, oh abonne-toi. Les sommeliers, c'est l'endroit pour la lutte et ses moments forts. 2 fois semaine, c'est notre accord.